On va parler de jeux vidéo, tout le monde. Enfin, genre, vous savez que moi, bah, vous savez peut-être pas en fait, parce que c'est vrai que j'ai regagné un peu en visibilité récemment, donc genre, je vous le rappelle, j'étais développeuse de jeux vidéo pendant longtemps. J'ai été développeuse pendant quasiment 3 ans, tout le temps en indépendant, même si genre j'ai pu faire des playtests pour certaines boîtes. J'ai travaillé grosso modo dans des studios qui orbitent autour dans le Nord-Pas-de-Calais de Ankama, qu'on se mette bien d'accord, voilà. Je suis passé par plein de différents systèmes qui font que bah j'ai quand même vu un peu comment ça marche de l'intérieur. Je suis aussi une grosse baisée de game design, genre j'ai lu plein de bouquins de game design, j'aime trop le game design, ma vie est game designer concrètement, genre enfin, là vous voyez il y a des petits post-it sur le côté, c'est typiquement un système de game design que j'ai fait pour pouvoir vivre correctement. Genre vraiment ça me matrix, et c'est pas le seul truc qui me matrix parce que moi à la base voilà, bon c'est pas ma plus grande fierté et tout, mais à la base je suis ingénieur, donc je suis aussi quand même très orienté sur les questions techniques. J'aime beaucoup la technique, voilà. Moi j'étais ingénieur en traitement du signal, donc ça va être tout ce qui est effet de post-process, effet de traitement de l'image, traitement audio, traitement de trucs, ce genre de choses. Donc voilà, normalement ça vous surprend pas non plus quand vous voyez que je sais faire ce genre de visuel. Parce que bon, c'est un peu quand même ma formation, ce genre de truc, tu vois. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi ce genre de visuel, parce que vous êtes que sur YouTube, sachez que c'est les visuels qui passent pendant que je mixe. Et aujourd'hui, on a mis ça aussi pendant les interludes musicales. C'est un peu une nouveauté du stream d'aujourd'hui. Mais voilà, si un jour vous voulez me voir, je suis aussi DJ sur mon temps libre. Voilà, je fais des sons, principalement de la techno mélangée à du rap. Bref. Le jeu vidéo, tout le monde, le jeu vidéo, j'adore ça. Putain de merde. D'ailleurs, je vous prépare, j'en profite de cette intro pour vous teaser que j'aimerais beaucoup parler dans pas longtemps de Ubisoft. J'aimerais bien faire un gros sujet travaillé. Vous savez, parfois je fais des gros sujets travaillés en début de stream où genre je prépare beaucoup mieux les histoires, etc. Et j'aimerais bien faire ça sur la question de Ubisoft. Parce qu'en vrai, l'exploitation, c'est aussi le sujet central de ce stream. Et l'exploitation dans le monde du jeu vidéo, c'est quand même pas... c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est composé principalement d'exploitation et de violeurs, hein, concrètement. Moi, c'est mon expérience personnelle en tout cas. Donc on parle quand même de quelque chose où j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter principalement sur un truc technique, à savoir le nav mesh. Et ça va nous être présenté par le JDG. Du coup, je suis grave heureuse parce que, bah, déjà, ok, d'accord, je trouve qu'il a plein d'avis très désastreux sur plein de sujets. Vous savez que je suis pas d'accord avec le JDG à plein de moments, mais je l'adore. Voilà, je suis fan depuis que je suis petite, je vais pas mentir, tu vois. Et le fait que des fois il fasse des vidéos où il traite de sujets plus généraux comme ça dans le jeu vidéo, genre il avait fait ça sur les microtransactions et d'autres sujets, je trouve que c'est très bien, c'est très bien. Genre je suis très contente. Donc voilà, on va regarder ce petit épisode du JDG spécial sur le bar du grenier autour de la question du navmesh. Qu'est-ce que c'est un navmesh, tout le monde? Inconnu, il vient Ah ouais, non, ça je m'en bats les couilles. Ça vraiment, j'en ai vraiment rien à... ouais. Hop. une série de vidéos plus complexes, plus en détail, qui parlent de jeux vidéo, mais qui parlent surtout de l'arrière-boutique du jeu vidéo, hein, donc l'IA, la musique, les open world. C'est ça qui m'intéresse, moi. On commence dans ces vidéos à arrêter de dire « Ah, mais les développeurs, ils ont pris L'agression de la pub. En même temps, il a raison, parce que toutes les connasses comme moi qui vont skip, au moins, elles ont entendu Inconi. de la drogue !» pour le remplacer par « Ah, mais les juniors world prop designers, ils ont pris de la drogue !» Ce qui est... moins impactant, je trouve. Bref, tout ça pour dire qu'on commence à aborder des trucs vraiment techniques. Et à la base, dans cette vidéo, je voulais... Au passage, si ça vous intéresse les questions techniques autour du jeu vidéo, je ne peux que très chaleureusement vous recommander toute la série de vidéos de la chaîne Post-Process, qui aujourd'hui est plus ou moins en stand-by. Je sais pas trop où ils en sont, les deux mecs qui tiennent ça. Mais c'est vraiment une bonne chaîne. Genre, ça parle vraiment de plein d'aspects techniques du jeu vidéo. C'est une très bonne introduction à beaucoup de sujets. Genre, c'est des vidéos qui ont commencé à avoir 7-8 ans, tu vois. Mais vraiment, les gens, genre, c'est ultra complet. Vous allez avoir toutes les bases. Je vous les recommande vraiment, mais très chaleureusement. C'est une chaîne que les gens ont un petit peu oubliée aujourd'hui, alors qu'elle est vraiment très cool. Genre, tous ces épisodes sur l'eau et sur la lumière sont vraiment très cool, très bien faits. Ils en ont fait plein. Genre, il y a une quarantaine d'épisodes quand même. Donc, vous avez de quoi faire en plus. Ouais, même pas 50, il y a 50 épisodes. Donc, ouais. Genre, post-process, grosse reco. Franchement, c'est vraiment des gens. C'est quali. En plus de ça, les vidéos sont bien montées, c'est bien rythmé, c'est bien présenté. Genre, c'est pas juste des nerds qui vous parlent de trucs de nerds. C'est bien réalisé, genre. Puisqu'en plus, c'est des gens qui sont matrixés par notamment les aspects visuels du jeu vidéo. Donc, ils appliquent ça aussi à leurs vidéos. Et ça, c'est cool. Et je sais pas ce qu'ils deviennent. Si un jour ils tombent sur cette vidéo, tenez des news.
Parler d'IA, encore une fois, je voulais rentrer dans les détails plus techniques en parlant des différents types d'IA, mais je me suis rendu compte d'un problème, c'est que plus ces vidéos deviennent techniques, plus j'utilise des termes techniques. Et un terme que j'utilise souvent et qui est particulièrement utile quand on parle d'IA, c'est la navigation. Alors, c'est quoi la navigation? Là, pour pas dire que c'était même quasiment la quasi-totalité de la complexité des IA pendant très longtemps, genre. Dans un jeu vidéo. En gros, la navigation dans un jeu vidéo, Le mec de post-process. Je n'ai pas fait exprès. D'accord? C'est le présentateur de post-process. Donc voilà, c'est lui. Genre, vraiment, genre, si vous lancez... salut à tous, ça fait un moment. Bon, là, mise en place. c'était il y a longtemps, mais c'est un des deux mecs qui présente post-process. Genre, vraiment. C'est tout un tas de systèmes et ça va Genre, comprendre les gens, désolé, mais je me le suis fait greffer mon troisième œil, en fait. vraiment tout ce qui est au niveau de la physique, la vitesse de déplacement, la vitesse à laquelle le personnage peut tourner sur lui-même, mais ça va aussi être Je ne regarde pas les vidéos avant les réacts, je vous jure que c'est vrai. tout ce qui est une question On l'aime bien ou pas? On l'aime beaucoup, ouais. de logique plutôt interne aux ennemis, donc comment l'ennemi va se situer dans l'environnement et comment il va se déplacer en fait, comment il va esquiver les obstacles, tout ça. Ça peut paraître évident, mais à chaque fois qu'il va y avoir une navigation Il est souvent dans les vidéos JV techniques. Oui, c'est vrai que je crois l'avoir déjà vu, effectivement. dans un jeu, donc à chaque fois qu'il va y avoir des déplacements, et que ce soit Est-ce qu'il travaillerait pas sur les vidéos de JDG? Je crois qu'il y a un monde où c'est ça qui se passe, hein. un déplacement tout bête, eh ben ça va quand même demander du code, donc que ce soit l'inertie, la vitesse à laquelle un ennemi va pouvoir tourner sur lui-même pour suivre un personnage, bah, tout ça c'est la navigation, et tout ça c'est du code. La navigation dans un jeu, c'est un des trucs dont on parle le moins, mais c'est un des éléments les plus importants dans une IA. Et c'est surtout un des trucs les plus Qu'est-ce que j'en ai codé des trucs de con de navigation, genre. visible quand ça ne marche pas. Parce que la navigation est à la base de tout, hein. PNJ debout sur des chaises, bloqué par un caillou ou derrière un petit rocher, véhicule qui n'avance pas alors qu'il y a largement la place. Quand la navigation marche mal dans un jeu, ça vous sort immédiatement de votre aventure. La navigation, donc, vous l'avez compris, c'est simplement l'art pour le joueur de se déplacer dans son environnement ou pour les PNJ d'évoluer en rapport avec la cohérence et l'esprit du jeu. Hein, je veux dire, on attend d'un PNJ civil dans GTA qu'il se déplace différemment d'un bot dans Quake. Pourtant, les... Et genre, c'est là que vous voyez que c'est une question large. Parce que, en fait, en fonction de si votre jeu, il est sur un quadrillage, genre, tu sais que tu peux être que sur certaines positions, c'est ce qu'on appelle une disposition discrète, enfin, c'est l'inverse de continu, concrètement. Genre, c'est en gros, t'as un quadrillage où tu peux aller que sur certaines cases très précises. Bah, tu vois que ça, c'est beaucoup plus facile de déterminer ça va être quoi un chemin optimal pour aller à un endroit, parce que de toute façon c'est des cases, il n'y a qu'un nombre défini de positions qui est possible, et un jeu dans lequel tu peux te déplacer de façon libre. Bah en fait ça va pas du tout être le même genre de techno, d'algorithme que tu vas utiliser derrière, qui va être encore différent d'un jeu où tu peux te déplacer en 3D. Genre par exemple où t'es dans l'eau, une fois que t'es dans l'eau, tu as aussi accès à l'axe Z. Et du coup ça va encore être différent. Il faut savoir que genre être capable de naviguer sur des surfaces en 2D, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins. Ça prend beaucoup moins de ressources que de faire des trucs en 3D. Où souvent, en fait, les développeurs de jeux vidéo tentent de ramener sur un truc en 2D les trucs en 3D. Genre, par exemple, et ça, si vous avez beaucoup joué à des jeux vidéo, vous devez vous en rendre compte, les ennemis volants, souvent, ils se déplacent en fait en 2D et ils ont un angle qui est un peu traité différemment des autres pour la hauteur. Mais ça, c'est des grosses subtilités de dev, mais genre. Ça peut être des vrais gros problèmes, les gens. Parce qu'en fait, il y a plein de jeux où tu vas avoir un truc qui vole derrière toi, tu vois. Et ça peut être des vrais soucis. Les deux rentrent dans la catégorie navigation. Et la navigation, c'est tellement un truc basique que c'est intégré de base dans les moteurs clés en main. Que ce soit Unreal Engine ou Unity, les deux possèdent des fonctionnalités de... Oui, alors, encore une fois, ça dépend de ton type de jeu, quoi. Genre, par exemple, si tu veux faire, comme j'ai dit, sur des cases très précises, il n'y a pas ça directement intégré dans Unreal, faut que tu le recodes toi-même. Eux, ils ont un système intégré qui sert à se déplacer de façon continue. De navigation déjà incluse. Donc, avant même de vouloir commencer à faire une IA incroyable qui réagit au bruit, qui se cache, qui évolue furtivement, qui... Et ça, c'est aussi une idée reçue sur les IA. On a tendance à croire que une bonne IA de jeux vidéo, c'est une IA super intelligente. C'est pas vrai. Quand tu développes des jeux vidéo, tu ne cherches pas à créer des IA qui soient spécialement intelligentes. C'est pas le projet. Ce que tu veux, c'est une IA prévisible. Ça paraît bête dit comme ça, mais ce que tu veux, et typiquement, tu vois, on prend souvent comme exemple et salut Medoli, shout-out à Medoli dans le chat bien sûr, un exemple qu'on utilise hyper souvent pour parler de bonne IA, on parle de l'IA de Halo, la série de jeux Halo 1, 2, 3. Et en fait,
genre, l'IA dans Halo, elle est pas intelligente. Elle est pas spécialement maligne. Hein. Juste, elle est bien faite. Elle est bien faite pour être bien prévisible. Et en fait, quand tu es face à des ennemis, en fonction des différentes configurations, tu peux prédire des comportements, peu importe la configuration. Et c'est de là que va émerger la complexité de... J'ai du mal à m'entendre avec tous les pieds. La complexité de ton game design vis-à-vis de tes IA. Genre, par exemple, elles sont connes, les IA dans Halo. Genre, les petits gobelins, là, les espèces de trucs qui sont à ras du sol, là, qui sont en mode... Je sais plus comment ça s'appelle, des grognards, je crois. Bah, les grognards, ils sont pas terriblement cons. Hein. Genre, ils prennent peur super vite, ils sont pas très malins, et si tu butes le chef du groupe, il s'enfuit. Bah, c'est hyper prédictible comme comportement. Mais c'est le fait que ça soit prédictible qui la rend bien. Parce que ce que tu veux, c'est que les gens ils puissent prendre du plaisir en jouant. Et c'est pas en faisant une IA qui est super intelligente et qui passe son temps à, genre, essayer de contrecarrer les plans du joueur que tu fais un truc satisfaisant. Au contraire. 9/11. Vous cherche de manière crédible. Bref, tous ces trucs super qu'on voit dans les grands jeux vidéo. Bah à la base, c'est quand même qu'elle sache marcher. Et pour faire évoluer une IA ou même un joueur dans un jeu en 3D, on utilise un truc qui s'appelle un navigation mesh, abrégé parfois en navmesh. En gros, navmesh, c'est la combinaison de deux mots, donc navigation et mesh. Et mesh, c'est le maillage en anglais. Donc en gros, on va parler de mesh quand on va parler d'un modèle 3D et de tous les points qui sont reliés ensemble. Donc static mesh, c'est un mesh qui bouge pas. Et ensuite, il y a des skeletal mesh qui servent à faire des animations et tout. C'est tout un délire. Et donc le navigation mesh, qu'est-ce que c'est? Ça va être une surface qui est posée sur le sol, qui va être calculée par le moteur du jeu. Et c'est une surface qui contient en gros toutes les coordonnées qu'un ennemi peut utiliser lorsqu'il fait un trajet. Et oui, C'est ce que je vous disais, on se remet en 2D genre. car un navmesh, ça n'est pas que des petites formes géométriques au sol, c'est surtout quelque chose qui abrite des données très importantes pour un jeu et pour la navigation des entités. Et on trouve 3 informations principales. La première, quelle partie de la surface de jeu est accessible aux PNJ ou aux joueurs pour naviguer dessus. Parce que évidemment, dans tous les jeux, il y a des obstacles, il y a des choses qui Sauf dans Skyrim, où il y a juste un cheval. empêchent de passer, des rochers, des pylônes, des grillages. Et ça, ça peut très vite poser des problèmes. Vous le savez, on a tous vu des jeux vidéo où le joueur saute sur un caillou et l'IA reste plantée comme une devant vous sans savoir quoi faire. Eh bien, c'est parce que le navmesh ne lui permet simplement pas de le faire. Parce que si dans le moteur du jeu, le rocher en question ne possède pas ces espèces de petits polygones dessus, eh bien ça veut dire que le PNJ n'a juste pas la possibilité physique d'aller dessus. Voyez un peu les PNJ comme des bateaux, hein. Le bateau ne peut pas aller sur la Terre, c'est impossible. La deuxième info, c'est comment les différentes surfaces sont connectées entre elles. Même problème, déjà premièrement, quand on crée un jeu, ça n'est pas un dev qui crée une surface. Et là, c'est vite le bordel. Genre, moi, typiquement, c'est une des grosses problématiques que je me suis retrouvé dans mon jeu, où à la base, du coup, moi, je faisais un dungeon crawler. C'est-à-dire un jeu qui est où tu te déplaces de case en case, mais à la première personne. C'est-à-dire que imaginez que c'est les déplacements un peu comme dans les vieux Pokémon, sauf que vous êtes en 3D à la première personne avec des graphismes un peu simplistes. Et que du coup, vous vous déplacez de case comme ça, tu vois. Et en fait, j'avais fait un système d'étage qui fonctionnait très bien, mais qui baisait mon algorithme pour faire ma navigation. Genre vraiment, mais ça le baisait fort. Et du coup, j'avoue que c'est un peu là où je me suis arrêté dans le dev. Genre, à vrai dire, je l'ai pas développé très longtemps ce jeu, ça a dû durer 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et c'est un des problèmes pas vraiment résolus. Énorme d'un seul coup et qui pose des décors dessus. Mais vous savez que j'y repense très souvent à Mechadino Magic Alien, et je pense vraiment qu'un jour je m'y remettrai sérieusement. Après, non, on a plein de devs qui travaillent en parallèle sur plein de lieux différents et... Je faisais un navmesh. Non, moi j'utilisais un algorithme A-star. Genre, parce que du coup, moi c'est de case en case, donc je peux utiliser des trucs un peu plus old school qui demandent moins de ressources. Sur plein de navmesh différents. Donc... Et pour ceux qui savent pas, l'algorithme A-star, en gros, c'est les prémices de ça. Genre, en gros, à la base, on avait besoin de faire ce genre de truc, mais de cellule en cellule, ou sur un quadrillage, concrètement. Et du coup, les algos, genre A-star, c'est ce qui permet de se déplacer dans ce genre de truc, tu vois. Genre, tu te retrouves avec un quadrillage comme ça, comme ça. Et en gros, l'algo A-star, c'est ce qui va te permettre de savoir où est-ce qu'il faut aller pour aller dans la meilleure direction. C'est un espèce d'algo, concrètement, qui va, genre, à chaque pas, il va se dire, ok, la meilleure direction pour aller vers... Oui, comme dans Dofus, par exemple. La meilleure direction pour aller vers le point A, c'est par là. Là, il va redire, la meilleure direction, c'est par là. Là, il va se dire, ah non, la meilleure direction, maintenant, c'est par là. Là, il va se dire, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et en gros, tu calcules ça.
La subtilité que là je vous dis pas parce que c'est une subtilité dont on se branle, c'est qu'en fait en vérité on le fait à l'envers. En vérité l'algo le fait à l'envers. C'est-à-dire que tu pars de la fin et tu reviens au début. Ça fait dans ce sens-là. Mais bref, c'est pas très important. Alors, j'y ajoute un Ah, attendez, ça c'est pas ce process. Bah, il faut que les PNJ puissent passer Tu dois être gourmand? Non, parce qu'en fait justement le moment où tu regardes où est-ce que tu dois aller, tu peux l'optimiser vraiment très fort. d'un 9 mesh à l'autre. Bah, sinon, tu vas avoir l'air con. Puis surtout c'est l'avantage des vieux algos parce que Astar c'est vraiment un vieil algo maintenant. C'est que du coup il y a 10 milliards de façons de l'optimiser parce que plein de gens ont fait des versions alternatives, des trucs qui permettent de l'améliorer, des solutions d'optimisation, des trucs du genre. Et travailler avec des algos un peu... comment dire? Ouais, des vieux algos, parfois ça peut te donner du coup plus de possibilités parce qu'il y a beaucoup de documentation autour de ces algorithmes-là, quoi. Et moi, typiquement, c'est le genre de truc que j'aurais dû dig pour régler mes problèmes. Quand ton ennemi ou ton sim, s'il va pas réussir à passer de la cuisine à la salle à manger, Après, en règle générale, l'optimisation, c'est un peu un des sujets où j'étais naze. J'avoue que j'étais pas forte en optimisation du tout, genre. parce que J'ai commencé à être forte en optimisation quand j'ai commencé à faire de la programmation orientée data. Parce que j'ai un peu programmé en orienté data, et pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais concrètement, il y a une différence quand tu développes ton jeu en orienté objet, c'est-à-dire que en gros, tu vas faire en sorte que les objets, ils ont à l'intérieur de chaque objet, il y a des propriétés qui font qu'il va réagir différemment à son environnement. Genre par exemple, la bouteille a tel poids, la data elle est dans l'objet. Alors que l'orienté de données, c'est plus pour genre lorsque tu as besoin de gérer des grandes, genre beaucoup d'ennemis, beaucoup d'assets, beaucoup de trucs qui se ressemblent vachement, et du coup comment dire, tu traites non pas objet par objet, mais tu traites les datas en tant que tel. C'est-à-dire que tu traites vraiment un tableau de données à proprement parler. Et notamment, c'est ça la différence entre développer sur Godot et développer sur Unity ou Unreal par exemple. Ou Unity et Unreal, c'est vraiment de l'orienter objet. Et Godot, ça va être de l'orienter data. Cependant, moi, j'ai fait de l'orienter data sur Unity. Parce que c'est possible aussi avec des add-ons. Mais voilà, c'est ça la différence entre l'orienté objet et l'orienté data, sachant qu'on fait beaucoup d'hybridation entre les deux. La vérité, c'est quand même des systèmes qui s'hybrident plutôt bien. Genre parfois, tu as des jeux orientés data avec des objets à l'intérieur, et l'inverse est aussi vrai. L'avantage quand tu as un jeu qui est 100% orienté data, c'est que point de vue optimisation, tu baises le monde. Genre vraiment, tu baises le monde. Après pareil, t'es toujours obligé d'avoir des trucs hybrides. Genre moi sur Unity par exemple, j'ai fait un jeu orienté data entièrement. Enfin un petit jeu, c'était un jeu de jam. Mais pour gérer les menus et pour gérer l'interface, orienté objet. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le moteur, tu vois. les deux salles sont sur deux 9 mesh qui ne se connectent pas. Mais pas que. Ça implique aussi la question de comment des surfaces non connectées visuellement sont en réalité connectées entre elles. C'est quelque chose qui est indispensable, notamment dans les jeux en monde ouvert ou même semi-ouvert. On a tous l'image de ces PNJ qui vous regardent comme des cons à une rambarde parce qu'ils ne peuvent pas vous atteindre ou passer par-dessus. Bah ça, c'est parce que les deux 9 mesh ne sont pas connectés. Ce qui a du sens quand on parle d'un mur, mais qui en a moins quand c'est juste une rambarde par exemple. On veut voir le PNJ passer par-dessus, simplement parce que nous, en tant que joueurs, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, il faut penser à connecter des points de passage entre les 9 meshs non connectés. Le meilleur exemple pour ça, c'est Quake. Les PNJ doivent absolument pouvoir passer d'un 9 mesh à l'autre par certains points, sinon le jeu n'aurait aucun intérêt. Et ça a l'air con, mais on n'imagine pas le nombre de paramètres pour un truc aussi con qu'un saut. Il faut vérifier la position du PNJ qui s'apprête à sauter. Est-ce qu'il est bien sur un nav-mesh? La position d'arrivée. Est-ce que le nav-mesh, qui n'est d'ailleurs finalement qu'une surface arbitraire définie par le développeur, correspond bien à l'asset visuel sur lequel on va sauter? Et ça n'est pas tout, parce qu'un saut, c'est un nav-mesh, mais c'est aussi une animation. À quel moment déclencher l'animation correctement pour que ça ait l'air fluide et naturel? C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Et qui est... En vrai, maintenant, on a des systèmes qui permettent de faire des trucs vraiment sympas en termes d'animation, pas trop compliqués, parce que reverse kinétique, etc., mais ça reste un enfer. Genre, ne serait-ce que, par exemple, faire un personnage qui marche dans un escalier, et les pieds du personnage s'arrêtent sur chaque marche. Et c'est pas genre juste, t'as l'escalier comme ça, et le personnage qui flotte légèrement au-dessus de l'escalier, et qui marche comme ça au-dessus de l'escalier. D'avoir vraiment les pieds qui s'arrêtent là où est la marche physique. Ça, les gens, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment chiant. Enfin, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, en vrai. Merci Unreal, entre autres, pour ça. Mais c'est vite chiant. Pas de retour en arrière un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on fait si le PNJ, il arrive sur la bordure? Et vraiment, genre, quand tu fais de l'animation dans le jeu vidéo, être capable de faire des belles animations, c'est presque moins important
que de savoir faire des belles transitions entre deux animations. Et de le faire correctement. Et ça, c'est aussi là aussi où on rentre dans le moment où faire un skeletal mesh, donc à savoir un modèle de personnage capable de bouger, c'est compliqué. Parce que on a l'impression qu'il suffit juste de mettre un squelette à l'intérieur, et puis c'est réglé. Mais c'est pas du tout vrai. Il faut que, sur les déformations de ce squelette, ça rende pas naze. Et du coup, il faut que, articulation par articulation, tu fasses en sorte que ça se déforme de la bonne façon. Donc c'est vite chiant. Enfin, c'est pour ça que, souvent on le dit, et c'est un peu vrai, genre, un jeu en 3D, tu peux pas développer ça tout seul, genre, ou pas longtemps, quoi. Genre, il faut vite que tu trouves une équipe, parce que, bah, en fait, genre, c'est le taf d'une personne en vrai de gérer ce truc-là, tu vois. Est-ce qu'on le Sauf dans mon jeu, parce que j'ai trouvé des astuces, moi, pour pas avoir besoin de faire de l'animation. Voilà, parce que moi, mon jeu, il était non seulement sur une grille qui fait que du coup, c'était plus facile pour plein de choses, mais aussi, il était temporellement, c'était aussi par à-coup. Donc en fait, au lieu de faire une animation, genre, par exemple, j'ai un personnage qui tient une épée, genre, moi, j'ai des personnages, ils étaient comme ça, tu vois. Et plutôt que de faire une animation de quand il t'attaque, genre en mode, dans un jeu normal, ça aurait été ça, genre en mode, là, tu vois, il t'a attaqué. En mode, il y a tout le mouvement qui est du coup lié à une animation. Moi, mes animations, vu que c'était par à coup, ça faisait genre. Et du coup, voilà, genre ça me faisait gagner genre beaucoup de temps sur notamment les animations du coup de fait parce que j'ai pas besoin d'animer. J'avais juste besoin d'avoir des pauses un peu bien faites et j'avais foutu un shaders sur mon jeu pour faire en sorte que genre je puisse mettre des textures dégueulasses, ça rende un peu bien. Du coup, ça faisait que j'économisais beaucoup de temps. Genre, je mettais juste une vieille texture en 320p sur une surface et paf, ça fait un mur. C'est trop bien. Et puis pour les animations, pas pareil. Je prends juste un truc un peu fait à l'arrache. Je lui donne 3 positions pour faire des coups et puis c'est réglé. L'ennemi il est animé, genre. Et bien sûr qu'il y avait des schlasses dans mon jeu. déclenche une animation de type accrochage in extremis ou une autre de type arrivée un petit peu déséquilibrée. Et si on met une animation comme ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien de navmesh vers le centre de la plateforme pour le saut classique et un autre lien de navmesh vers la borne. Du coup, c'est juste des arrêts de position et tu joues en fonction. En fait, en gros, mes transitions, elles étaient pas instantanées parce que c'est pas possible. Elles étaient juste très rapides. Et il y avait comment dire, la courbe était pas linéaire. C'est-à-dire que lorsque je faisais mes animations, en vérité, le mouvement, c'était pas juste. Bon, en fait, un humain peut pas le faire, le mouvement que j'essaie de montrer, mais genre un mouvement qui serait purement linéaire. Dans le sens où le mouvement que j'avais mis de base, la courbe de base qui servait à faire les transitions entre les différentes animations, c'était une courbe qui dépassait et qui revenait. Donc au lieu de faire, je vous fais au ralenti, au lieu de faire très rapidement, ça faisait très rapidement. Et du coup, ça donnait ça donne comment dire, une esthétique beaucoup plus genre. Et en vrai, ça marche un peu mieux. C'est comme ça que je faisais mes animations. Du coup, je faisais des transitions à l'intérieur. Et du coup, j'avais surtout en vrai, c'était juste une machine à état. Du coup, toutes mes IA, c'était une machine à état. C'est-à-dire un truc qui rentre dans différents états, à savoir état rien, état je charge une attaque, état je charge une attaque plus haut, état j'ai attaqué. Mélangé avec un navmesh qui permettait de se déplacer du coup sur la grille qui n'était pas terminée du coup parce que j'arrivais pas à facilement connecter mes différentes zones puisque je passais pas par le système intégré à Unreal et que je suis pas non plus la reine des devs. Mais en gros c'était ça. Bordure de la plateforme pour le saut in extremis. Bref, c'est un nombre de possibilités de dingue, et qui dit nombre de possibilités de dingue... En fait, je me suis inspiré de... comment ça s'appelle? Je me suis inspiré des JRPG. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Genre, parce que moi, ce que je voulais, c'était un lore hyper intense. Genre, je voulais pouvoir, en fait, avoir beaucoup de lore. Et pour avoir beaucoup de lore, il n'y a pas de secret, il faut avoir beaucoup de persos. Faut avoir beaucoup de différents persos et beaucoup de diversité dans les persos. Or, quand tu développes un jeu, généralement, t'as deux vies, comment dire, il y a deux philosophies de jeu, si tu veux. Il y a, soit tu proposes des ennemis qui sont tous très différents, genre souvent c'est comme ça dans les FPS, genre les derniers Doom, c'est un très bon exemple. Genre chaque ennemi a ses spécificités, et du coup, quand tu designs un ennemi, tu designs cet ennemi. Il a un design à lui, qui lui appartient, et genre les autres ennemis seront designés pour être complémentaires, et pour créer des situations intéressantes avec cet ennemi. Les JRPG, ça marche pas comme ça. Les JRPG, tous les ennemis sont pareils, avec des statistiques différentes et des attaques différentes. Et du coup, tu peux en mettre beaucoup. Parce qu'un ennemi, c'est juste un sprite et une façon de se comporter qui, genre, dans la même grille que toutes les autres trucs qui se comportent. Donc en fait, avoir un système qui me permettait du coup de démultiplier le nombre de personnages parce qu'ils fonctionnent tous sur le même système de combat, qui est le système par à coup dont je vous ai montré, où j'avais designé du coup des épées, des boucliers, des armes à distance et ce genre de trucs, tu vois.
Et ça faisait que je pouvais faire beaucoup d'ennemis différents et que j'avais quand même suffisamment de richesse en termes de game design pour pouvoir les designer à la chaîne et en même temps que ça soit quand même bien et que ça soit pas juste genre 15 000 fois le même ennemi. Et du coup, c'était ça le projet qu'il y avait derrière. Pouvoir faire beaucoup avec peu de moyens. Dingue dit nombre de bugs possibles de dingue. Mais aussi, c'est des bugs utiles. Et vous le savez parce qu'on les a tous exploités. Alors les bugs de Navmesh, c'est pas systématiquement, on va dire, les bugs les plus drôles ou les plus rigolos. Par contre, les bugs de Navmesh vont avoir une utilité et une force en fait, notamment dans les jeux en ligne. Parce que ça va souvent permettre d'abuser les comportements de l'IA. Et si vous avez joué à des jeux comme par exemple des MMO, je vais prendre l'exemple de World of Warcraft, où vous voyez des gens qui vont être capables en fait de cleaner des donjons. Moi, c'est sur Terra. Genre, pour ceux qui ont joué à Terra, c'est un MMORPG où il y a un système de combat un peu plus dynamique que d'habitude. Sur Terra, j'étais vraiment, genre, insupportable. J'allais dans une zone, je prenais l'aggro de tous les ennemis, basiquement, puis ensuite je tournais autour en faisant des attaques de zone. Et genre, vu qu'ils étaient trop paumés parce que trop débiles, ils faisaient que me courir après en se bavant dessus en mode je peux la rattraper. Et du coup, je tournais autour et je les butais comme ça. Et vu que c'était plein de quêtes à base de but 30 sangliers, bah je faisais les 30 sangliers en 2 fois. Ou des raids tout seul, c'est souvent en utilisant des bugs de Navmesh ou des bugs de pathfinding qui sont de toute façon liés au Navmesh. Et donc en gros le principe c'est qu'avec votre personnage joueur, vous allez vous mettre sur une position qui n'est pas atteignable par les IA du donjon. Les IA comme ça vont vous suivre et puis elles vont rester bloquées comme ça devant vous, elles n'ont pas capacité d'atteindre l'endroit où vous êtes et donc vous allez pouvoir comme ça éliminer un à un tous les ennemis du donjon, même si ça prend du temps, ça finit par marcher. C'est un problème qui est pas si facile que ça à régler parce que c'est lié au level design, c'est lié au level art, c'est assez coûteux de modifier derrière et tout. Et donc je pense que vraiment tous les jeux online ont souvent ces défauts-là. Toutes les technologies qui sont relatives au déplacement dans les jeux vidéo, donc Navmesh, tout ça, c'est quand même des trucs qui sont étudiés et pratiqués depuis longtemps. Et des problèmes de Navmesh, en fait, on n'en voit plus beaucoup, à part quelques trucs peut-être quand on a commencé à mettre de la physique dans les jeux vidéo, le fait d'avoir des barils, des conneries comme ça. Un environnement dynamique, normalement on est censé recalculer la Navmesh pour faire en sorte que s'il y a un obstacle qui a bougé, que les ennemis puissent savoir que l'obstacle a bougé et puissent le contourner. Et heureusement, parce que en fait, les gens comprendraient pas tellement, ça serait aberrant d'avoir un souci comme ça. Après, le truc aussi, c'est que les gens en soi, ils ont changé. Il y a beaucoup plus d'open world aujourd'hui. Ça restera des Navmesh, mais il y a des systèmes de partitioning de l'environnement qui sont quand même un peu différents que dans un jeu en couloir, parce que le jeu est en couloir, donc on sait exactement ce qu'on veut faire aux joueurs. Alors que dans un open world, il y a toujours un moment où ouais, c'est pour ça moi je suis pas une. En tout cas en termes de dev, typiquement quand t'es dev indépendant, tout ce qui est open world, en vrai c'est très chiant. le joueur fait pas exactement ce que Et puis tant mieux, parce que de toute façon c'est tous les AAA font ça, donc autant faire autre chose. le Genre moi je peux pas vous mentir, Megadino Magic Alien c'est plus genre la map elle était pensée plus comme un Metroidvania que comme un open world genre. développeur a prévu. Même au-delà de la Navmesh, tu peux toujours coder des petits systèmes qui disent je sais pas, ça fait genre 30 secondes que le personnage il s'est pas déplacé depuis de l'endroit où il était là, je vais le faire se téléporter par exemple. Et j'ai pas fini, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais comme j'ai dit, connecter deux Navmesh, ça sert à connecter deux trucs qui n'ont pas l'air connectés. Mais aussi, ça sert à déconnecter deux trucs qui ont l'air connectés. Alors, à quoi ça sert? Imaginons, vous avez une scène d'enquête, votre PNJ est à Genre il y a des herbes, il faut que l'IA contourne l'herbe, sauf si elle a pas le choix. côté avec vous, vous faites des trucs dans la pièce, vous fouillez des meubles, et quand vous retournez, le gars, il est déjà parti à la salle suivante et il est en train de se faire tirer dessus. Eh bien, c'est là qu'on va, par exemple, déconnecter volontairement des Navmesh. C'est un méga compliqué par rapport à tout ce que j'ai fait. Je suis en train de remettre en question tous les trucs que j'ai dev en imaginant tous les problèmes qu'il y a et que j'ai foiré. Non mais ça c'est classique, hein. Genre pour le coup c'est vraiment classique. C'est aussi pour ça que moi je dis beaucoup aux gens, enfin moi c'est une erreur que j'ai faite en début lorsque je développais des jeux vidéo. Et c'est vraiment le conseil absolu, tout le monde le dit et en vrai c'est réel. Avant de commencer le moindre projet de dev, faites des game jams. Faites un maximum de petits projets sur une semaine ou deux max. Histoire d'enchaîner des petits designs, des petits trucs, des petits machins, des petits trucs pour prendre en XP. En fait, c'est comme comment dire, c'est comme en musique, tu vois. Genre avant de faire un album, apprends à faire un morceau. C'est un peu pareil dans le jeu vidéo, quoi, concrètement. Genre faut commencer par enchaîner les petits projets avec plein d'erreurs pour pouvoir apprendre à plus les faire, quoi, concrètement. Et comme le jeu vidéo c'est que de la bidouille, la meilleure technique c'est de faire différents Navmesh qui se superposent en conditionnant l'ouverture de Navmesh à une condition, justement. Pour reprendre mon exemple, justement, la connexion entre mon Navmesh salon et mon Navmesh escalier ne s'activera pas pour mon IA tant que le joueur n'aura pas lui-même emprunté l'escalier.
Ouais, sauf que maintenant on fait des navmesh en 3D, donc c'est pas vraiment... ou qu'il n'a pas déclenché un script précis dans la pièce. C'est une technique utilisée par exemple dans BioShock où Elisabeth ira toujours regarder devant vous entre un objet que vous avez déjà utilisé et Oui, les game jams, ça permet de se rendre compte de la phrase de ton scope est toujours trop gros. Oui, ça c'est un peu réel aussi, genre. Sachez aussi que si vous voulez un jour vous mettre au dev ou si vous êtes dev, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Peu importe votre projet. Genre, a priori, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Donc, faites bellec à ça. Genre, nous, ça a été une des raisons de pourquoi est-ce qu'on a fait un burn-out, etc. C'est vraiment, 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 vraiment important d'être capable de, genre, se dire, quoi que je pense, quoi que je veuille faire, je ferai moins, quoi qu'il arrive. Genre, c'est normal en fait. Ça demande trop de travail. Genre, je suis désolé, hein, mais genre, a priori, si vous n'avez pas déjà expérimenté, si vous n'avez pas justement fait ce que je vous ai dit avant, de faire plein de game jam, de développer plein de petits trucs, vous vous rendez pas compte en fait, parce que c'est pas naturel de savoir c'est quoi la quantité de travail réelle que demande un truc. Et en vrai, c'est le gros problème du dev de jeux vidéo en général, et c'est pour ça qu'on fait des trucs qui sont censés compenser ces problèmes-là, genre la méthode agile et tout, qui fonctionne à moitié, c'est que en fait, c'est dur de prévoir un développement de jeu vidéo. Même quand tu as beaucoup d'XP, même quand tu sais vraiment ce que tu veux faire et que tu l'as déjà fait, bah en fait, parfois, ça va te prendre 2 fois plus de temps. Je sais pas pourquoi. Parfois, ça va aller plus vite, mais c'est très rare. Donc, de base, c'est pour ça aussi que les jeux sont souvent reportés. C'est pas que parce que, genre, il y a plein de problèmes qui sont liés à des trucs de marketing, mais c'est aussi beaucoup lié à ça, en fait. C'est aussi lié au fait que, bah, c'est dur de mettre une date, genre, sur une quantité de travail qui est très abstraite et où tu peux pas vraiment savoir ça va demander quoi comme quantité de travail. C'est très dur. le prochain point d'intérêt sur votre chemin, histoire de donner la sensation. Mais après, ça va faire 10 ans que je dev, c'est trop compliqué de juste anticiper. Ouais, et puis le problème du jeu vidéo aussi, c'est que la technologie augmente trop vite. Ça va trop vite. Genre, tu sais, ça fait 10 ans que tu dev. T'as du dev sur 4 moteurs différents, sur des systèmes de jeu qui n'ont rien à voir, parce qu'en fait, le game design, en tant que tel, évolue en parallèle des technologies, en parallèle des méthodes de dev. Donc, en fait, ça reste genre trop un espèce d'énorme magma qui fait que changer pour vraiment être capable de prédire à l'avance aussi. Genre là, par exemple, tu sais, on parle beaucoup des IA. Là, on parle d'IA en mode de jeux vidéo, mais quand on parle de l'IA générative, genre ChatGPT, etc., ben, en termes de dev, genre oui, ça peut être un vrai assistant de code qui peut vraiment te faire gagner du temps. Ou t'en faire perdre énormément si tu sais pas comment t'y prendre. Et du coup, compliqué de prévoir combien de temps ça va te prendre, parce que maintenant, il y a un nouvel assistant, tu sais pas vraiment quantifier combien de temps ça te fait gagner, genre. Et ça dépend encore des sujets. Que c'est elle qui prend les devants. Et enfin, alors pareil, ça c'est un truc qui me fait trop rire, genre dans les trucs d'hypocrisie absolue par rapport à l'IA, les gens pètent un wad quand il y a le moindre petit asset visuel dont on se branle qui a été généré par IA, et ils se posent jamais la question du code, parce que c'est impossible à prouver. Du coup ça devient tous des petits flics insupportables qui tentent de faire la leçon, etc., alors qu'on peut pas savoir. Genre tu peux pas savoir si il y a du code qui a été généré par IA, tu peux pas savoir. la troisième Du coup, comme d'hab, vous faites les flics sur ce que vous pouvez. Genre, ça sert à rien. grosse information contenue dans les navmesh, c'est donner des caractères. Surtout, ça fait encore des boîtes noires aussi, ça marche pas, personne sait comment le changer. Bah, ça dépend comment tu utilises ton IA, justement, en vrai de vrai. Hein, genre, quelqu'un qui utilise correctement l'IA, justement, ne demande jamais des bouts de code qu'il comprend pas, et à la fin, ne rend jamais un code qu'il ne comprend pas. Ça, c'est les mauvais gens qui utilisent de l'IA, genre qui font un truc pour que ça marche. Parce que tu veux jamais, quand tu devs un jeu vidéo, surtout quand tu devs un jeu vidéo, surtout dans une équipe, tu veux pas que ça marche. Tu veux que ça marche et que n'importe qui puisse l'utiliser pour ensuite derrière développer ses propres trucs. Il faut être capable en fait de tout comprendre et que ça soit commenté correctement. Et genre, exemple d'utilisation du code, c'est-à-dire que même les gens qui font encore toute la logique du code à la main, ce qui existe encore beaucoup, bah souvent ils font commenter leur code par une IA. Parce qu'ils sont dans une équipe et qu'ils ont codé un truc super, mais c'est chiant de l'expliquer et c'est chiant de commenter à la main. Du coup, juste, tu demandes à l'IA, commente-moi le code, explique comment il marche, le code que j'ai fait, parce que moi j'ai la flemme. Et paf, t'as un code qui peut être utilisé par d'autres gens parce que c'est plus facile à comprendre. C'est plein d'exemples d'utilisation, encore une fois, de l'IA dans le code qui sont, bah, premier degré, vraiment des bonnes utilisations, genre. C'est des bons cas d'usage. Aux surfaces. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça permet au PNJ de choisir la meilleure route et si besoin aux développeurs de donner au PNJ un comportement crédible. Je m'explique. En gros, chaque partie d'un navmesh les debug.log avec des emojis dedans. Bah, moi, quand je dev, je dis à mon IA, mets pas d'émotes. Du coup, elle met pas d'émotes. Ah, soyez pas cons, hein, franchement, genre, désolé les gens, hein, mais... Enfin, c'est comme quand tu prends... Bah, par exemple, même quand je fais des petits projets, tu vois, genre, je dis pas à l'IA, fais-moi ça.
Je lui dis, ok, d'accord, je veux que le code il soit structuré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux qu'il y ait telle convention de commentaires. Je veux qu'il y ait telle convention, telle convention, telle convention, telle convention. Je veux pas que tu fasses ça, 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 je veux pas que tu fasses ça. Et a priori, quand j'utilise une IA pour développer, les 15, 16 premiers prompts, c'est purement genre moi qui lui explique comment je veux qu'elle travaille. Hein. Possède un certain coût en points de déplacement. Je fais la dispense de quelqu'un dans la classe. Ouais, non, après, oui. Ce que je dis, il y a des bons cas d'usage et des mauvais cas d'usage. C'est un outil comme plein d'autres. L'exemple le plus simple à comprendre, hein, c'est un jeu de course. Vous avez la route en bitume et vous avez à côté de la boue puis de la pelouse. Les caractéristiques de surface permettent en gros de donner une valeur à chaque élément pour que l'IA se dise « Bon, ben, si je veux Ah, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'herbe. aller plus vite dans ce virage, alors il vaut mieux que je reste sur le bitume. Parce que sans ça, bah, dans un virage, l'IA, elle se dirait juste, bah, le chemin le plus court entre ces deux points, c'est une ligne droite. Hein. Et ça ne veut pas forcément dire que le gazon doit ralentir la progression. On utilise aussi ce système, par exemple, pour donner des comportements humains. Prenez un PNJ, dans un jeu comme, je sais pas, moi, GTA, par exemple, qui marcherait sur un trottoir à un angle avec du gazon à côté. Le plus rapide pour lui, ça serait de couper par l'herbe, et ça irait pas moins vite. Mais moi, en tant que développeur, je veux que mon PNJ ait l'air d'être un humain civilisé, et donc qu'il reste sur le trottoir. Donc, eh bien, j'attribue des caractéristiques à ma On appelle ça des poids. surface qui indiquent à mon IA que passer par là lui demanderait plus de points de déplacement, histoire de le forcer à rester sur le trottoir. Mais je vais conditionner ça pour prendre en compte les cas spécifiques. Je connais rien en code, mais hors IA, il existe pas des outils pour aider dans ce travail-là. Bah bien sûr, il y a des outils qui existent depuis super longtemps, parce que avant les IA, on codait déjà, tu vois. Juste quand t'es un développeur indépendant, tu peux pas payer un salaire en plus pour que quelqu'un fasse ce travail-là. Donc tu sais, il y a aussi ça en vrai qui rentre en compte. Hein. Et d'ailleurs, souvent, on casse beaucoup plus les couilles à des petits devs qui utilisent ce genre de trucs que des immenses boîtes qui en ont rien à foutre. Et genre, il faut prendre en compte aussi les conditions matérielles des gens au bout d'un moment. Du genre, condition C'est comme moi, genre, il y a pas longtemps, j'ai cru qu'on allait me faire chier. Au final, personne m'a fait chier avec ça. Mais j'ai mis un peu d'IA dans une de mes miniatures il y a pas longtemps parce que j'avais la flemme et il fallait que j'en fasse 5 en 2 heures. Bon, bah à ce moment-là, tu vois, soit je passe 5 heures à faire un montage pour me déguiser en communiste à l'aide et c'est chiant et c'est insupportable. Bon, bah tu sais, j'ai 5 miniatures à faire, vas-y, j'ai fait un truc avec un peu d'IA, puis je l'ai foutu sur la miniature et au final ça passe. 1, situation normale, il évitera la pelouse parce que c'est un être humain civilisé. Et condition 2, situation d'urgence, fusillade à proximité, admettons, ignorer le coup en point de déplacement, passer à travers le gazon. Bref, l'idée derrière tout ça, c'est toujours celle qui drive tous les jeux vidéo. Comment faire en sorte que les déplacements de l'IA aient l'air de correspondre à la diégétique de mon jeu. C'est pas qu'une question de je dois me diriger d'un point A à un point B, en fait, il y a tout un truc où le déplacement même va jouer sur l'immersion du joueur. Si tu codes un jeu qui a je veux dire, par exemple, l'ampleur d'un GTA ou même quelque chose de balèze, il y a des moments où tu vas te dire, ah ouais, en fait, le gameplay de mon jeu ou la façon dont j'ai programmé certains trucs, certaines fonctionnalités font que je peux pas me reposer sur des navmesh. Admettons qu'il y a un jeu où il y a tes ennemis font des wall rides, ils vont courir sur les murs, ils vont faire ce genre de trucs. Il y a un moment, il va falloir que tu penses à d'autres façons de gérer ton déplacement. T'as un ennemi, c'est un drone et qui vole, bah du coup. Si vous aimez bien les jeux où on peut marcher sur les murs comme ça, courir un peu comme dans Titanfall, je vous conseille beaucoup Get to the Orange Door, qui était un de mes jeux de ref à une époque par rapport à certains trucs de dev. Je trouve le jeu vraiment quali et en termes de déplacement, c'est vraiment priceless. De recalculer la navmesh et de le faire sur un endroit assez restreint pour pas avoir à calculer toute la Ah, et puis des questions d'optimisation surtout. navmesh du niveau, mais T'as pas envie de recalculer ton navmesh à chaque à chaque temps, genre. à recalculer juste un petit endroit local de là où ça a changé. De ressources, calculer une navmesh, c'est pas énorme non plus. Si on doit la recalculer genre 20 fois toutes les secondes, forcément ça va avoir un coût. On est un peu obsédé quelque part. Bah, en fait, ça dépend. Genre, ça commence à avoir un coût quand tu commences à avoir 500 ennemis. Et si sur les 500 ennemis, il faut que tu recalcules des trucs dans tous les sens, ça peut vite être le bordel. Hein. Parce que en vrai, t'as pas à recalculer le navmesh à chaque fois, mais du coup, tu vas recalculer à chaque fois les trucs de navigation. Le problème, c'est que en fonction de ton jeu, bah tes ennemis, faut pas qu'ils se rentrent les uns dans les autres. Faut pas qu'ils se superposent, tu vois. Ça peut aussi provoquer des problèmes. Vous avez parlé plus tôt. J'avais fait en sorte qu'ils soient comme ça. C'est-à-dire que je pouvais prendre n'importe quel modèle 3D de paysage, ma grille par-dessus, et mes personnages pouvaient se déplacer. Automatiquement, à la création du monde, on allait générer la Ça me donne envie de recommencer à dev, genre. qui en temps réel modifie le navmesh en fonction de là où vous allez de manière vraiment très dynamique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais d'une manière générale, le jeu vidéo, c'est que de la bidouille. Un bon développeur saura toujours comment tordre les outils qui sont à sa disposition et qui sont souvent limités pour atteindre son objectif, parce que
Ne rêvez pas, hein, les devs de jeux, ils ont jamais les bons outils. Attends, c'est vrai, SO aux modeurs des jeux Bethesda qui doivent toujours faire le navmesh à la main parce que le moteur est à chier. Les énormes modes comme Sky Oblivion, ils sont toujours en manque de main-d'œuvre pour faire. Attends, c'est une vanne? Mais wesh. Et merci Claqué au sol pour le 9e mois d'abonnement. Si Armono peut faire un shout-out à Claqué au sol et YouTube, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Voilà. Pour faire exactement ce qu'ils veulent faire. Et créer des nouveaux outils, ça demande des ingénieurs, Après, j'ai envie de dire Bethesda in a nutshell. Hein. des programmeurs qui doivent bidouiller le code source du moteur, bref, des gens très compétents, très rares sur le marché, donc très chers, et pas forcément disponibles. Et c'est tout un bordel qui rajoute du temps de développement, des bugs potentiels, etc. Donc le mieux, c'est encore le système D. Et d'une manière générale, la navigation, ça doit répondre à 2 besoins essentiels. Alors bon, là je parle de la navigation, mais en vrai c'est aussi le cas pour plein d'autres trucs. C'est les besoins du game design et l'économie de ressources. Les besoins du game design, pourquoi ? Parce que on ne veut pas que nos PNJ cassent l'immersion du joueur. On veut pas qu'ils aient des comportements aberrants. Prenez par exemple certains jeux en open world comme Cyberpunk. Les PNJ ennemis n'ont en général pas le droit de vous pourchasser au-delà d'une certaine distance de leur point de spawn. Alors ce n'est pas un bug, c'est une décision de game design. Un choix qui a été fait par les développeurs pour renforcer l'immersion du joueur. Alors que rien dans le navmesh n'empêche réellement que ça n'arrive. Mais c'est simplement une mesure nécessaire pour éviter une situation absurde où des PNJ vous pourchasseraient d'un bout à l'autre de Night City sans jamais s'arrêter. Bon, ça serait drôle 5 minutes. C'est un autre truc, tu vois, qui est aussi un peu à prendre en compte. Merde, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Mais au bout d'un moment, ça deviendrait juste chiant, et ça casserait. Oui, pardon, je voulais dire. Dans les trucs de navmesh aussi, un autre truc qu'on se comprend pas, c'est que souvent, tu vas te dire, vas-y, mon objectif, du coup, avec mon déplacement, ma navigation, c'est juste que les IA, elles aillent aux bons endroits que je veux, qu'elles poursuivent le joueur, ce genre de truc. C'est pas tout à fait juste. Genre dans les FPS par exemple, souvent, les IA, en fait, elles ne vont pas se mettre à un endroit optimal. Au contraire, elles vont se mettre à un endroit où vous pouvez leur tirer dessus. C'est-à-dire que même quand elles vont vous attaquer, elles vont quand même se positionner non pas à l'endroit optimal pour vous attaquer, mais elles vont vous contourner légèrement pour faire en sorte... Elles vont commencer à vous tirer dessus quand elles sont dans votre champ de vision en général, et... Genre, il y a vraiment ce truc qui genre, je pense que si tu regardais la scène à la 3e personne vue de très loin, tu comprendrais que c'est bizarre, parce qu'en fait, les ennemis passent leur temps à essayer de venir devant toi pour te tirer dessus, ce qui est débile. Genre, ils devraient vraiment te tirer dans le dos, c'est plus logique, tu vois, mais c'est super frustrant. Et c'est pas fair, genre, t'as envie d'avoir un jeu qui soit, genre, équilibré. Donc t'as pas envie de te faire tuer dans ton dos en boucle, quoi. Du coup, tu fais en sorte que tes IA, elles contournent un peu le joueur et qu'elles t'attaquent quand elles sont dans ton champ de vision, genre. Créer le plaisir du joueur qui trouverait ça complètement et en plus ça boufferait un max de ressources et l'économie des ressources sur le CPU c'est une obsession pour avoir un jeu qui ne rame pas. C'est pour ça que le navmesh n'est pas intégralement chargé tout le temps. Dans les jeux de type Left 4 Dead par exemple, le jeu va diviser le navmesh en morceaux et surveiller votre ligne de vue pour faire apparaître des ennemis juste à votre proximité immédiate, mais sans qu'ils soient dans votre ligne de vue. Tout ça pour ne pas gaspiller des ressources juste... Oui, ouais, ou du coup, à l'inverse, quand tu veux faire spawn un ennemi, tu le fais spawn en dehors du champ de vision. En fait, le champ de vision, c'est important. Et ne pas charger des choses inutiles pour le joueur. Quand on navmesh dans le reste du niveau, il n'existe pas, tout simplement. Si le joueur ne le voit pas, il n'y a pas de raison de le charger. En vrai, la plupart des moteurs maintenant incluent des features qui permettent de retravailler le navmesh en direct selon les actions du gameplay. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, les navmesh dynamiques. Parce que une IA doit savoir se réadapter à un environnement qui peut évoluer. Rainbow Six Siege est un exemple parfait de casse-tête monumental au niveau des navmesh. On peut casser les murs, on peut casser les portes, les fenêtres, faire des trous partout, des trous qui en plus évidemment doivent pouvoir... Il y avait un ref comme ça, il avait été, je crois qu'il avait été embauché par je sais plus quelle grosse boîte, ça devait être un truc genre ID Software, un truc comme ça. Le ref, il avait fait un jeu, un FPS, où tout était destructible. Tout. Et ça marchait. Et j'étais en mode genre, ah ouais. Être utilisé par... Genre c'était juste son projet de jam, et j'étais en nique ta mère. l'IA pour garder un semblant de cohérence, et il faut prendre en compte le nombre incroyable de conneries que les joueurs vont faire, parce que évidemment, il y aura forcément un mec à un moment donné qui se dira tiens, je vais faire un trou en forme de bite pour voir si l'IA arrive à passer dedans.
C'est nous, ça. C'est typiquement le genre de jeu qui serait un enfer de ressources sur le CPU s'il fallait gérer et charger toutes les possibilités de navmesh à l'avance ou les calculer en temps réel. C'est là que la bidouille entre en jeu. Un des devs d'Ubisoft a expliqué comment ça marche. Dans Rainbow Six, le jeu profite en fait des moments d'animation qui précèdent les explosions, le moment où vous posez un explosif sur un mur, ou les quelques millisecondes avant qu'une grenade n'explose. Ces quelques frames qui précèdent la création d'une ouverture Ils utilisent des voxels. Personne n'utilise de voxels. pour calculer La vérité. comment le trou qui Ce serait bien, hein, mais... va apparaître va connecter deux nouveaux navmesh ou détruire un qui était présent jusque-là. Donc, au moment où le trou apparaît, votre CPU a déjà calculé le nouveau navmesh et aura envoyé l'information au serveur qui, en retour, l'aura communiqué aux IA du jeu qui, elles, sauront si elles peuvent passer ou tirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de mesh depuis tout à l'heure. Et littéralement, genre, c'est l'inverse de voxel. Genre, les voxels, c'était passé quoi, les gens? C'est genre comme dans Minecraft. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jeu qui est composé par plein de modèles 3D qui sont des static mesh, le jeu est composé de plein de cubes en 3D, concrètement. Genre, c'est ça, c'est des pixels en 3D, c'est des voxels, quoi, concrètement. Et en vrai, la raison principale pour laquelle c'est pas plus utilisé que ça, c'est pas une raison objective, c'est une raison arbitraire de on est parti sur la technologie du mesh. Du coup, tous les moteurs sont optimisés pour faire des trucs autour des mesh et pas des voxels. Il y a quelques moteurs qui existent, quelques plugins, quelques trucs de ce genre qui existent encore, qui sont utilisables, mais c'est très marginal. Et aujourd'hui, la plupart des technologies se sont vraiment concentrées sur les mesh. C'est juste ça. à travers. Mais typiquement, les mecs de post-process, c'était des gros bandeurs de voxels. Ils adorent ça, genre. Donc si ça t'intéresse, ils en parlent sur leur chaîne. J'ai deux exemples de petites bidouilles et de petites astuces des fois qu'on utilise. Par exemple, sur Rainbow Six Siege, au début, Puis de temps en temps, tu peux utiliser des voxels aussi, genre pour faire... Par exemple, un A-Star 3D, bah, tu fais des voxels, quoi. En fait, comme le dispositif du jeu était un jeu de 5v5 compétitif, les nouvelles maps qu'on sortait, en fait, on a pris la décision de juste pas mettre de navmesh, puisqu'on n'avait pas besoin, il n'y avait pas d'IA dans... Le level de bidouille de Rainbow Six pour que ça marche, c'est vraiment impressionnant. C'est encore pire dans des jeux comme Doom. Genre vraiment, le Doom 2016, en termes de bidouille, d'optimisation, de trucs du genre, c'est une énorme dinguerie, genre. Dans ces maps-là. Alors ça... Genre le fait que Doom 2016 tourne sur Switch, ça devrait en dire suffisamment, je pense. Ça ne dure qu'un temps parce que, au bout de quelques années, comme tout bon jeu live, vous avez envie d'ajouter des bots. Et donc, dès que les bots, en fait, arrivent, et bien là, vous êtes obligé d'avoir du navmesh. Je parle de Doom 2016, mais oui, Doom, le premier Doom tourne même genre sur genre des frigos, bien sûr. Pour pouvoir faire en sorte que les bots puissent pathfinder. Mais tant que vous n'avez pas ça, en fait, vous pouvez vous passer du navmesh, puisqu'on le rappelle, les personnages joueurs n'ont pas de problème. En fait, le navmesh ne sert vraiment uniquement aux personnages non joueurs, aux intelligences artificielles. Même si la navmesh est là, calculer le pathfinding va toujours coûter quelque chose, et que si on a plein d'ennemis dans un niveau, et qu'on calcule... Calculer le pathfinding, ça veut dire calculer le chemin. Le trajet à chaque image qui se passe, donc à chaque frame, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc il y a des petites astuces qu'on peut faire. Par exemple, on peut diviser les ennemis dans plusieurs groupes et on va se dire bon, cette image-là, je vais calculer les déplacements pour le groupe A. Cette image. Ouais, quand je vous ai parlé de programmation orientée data, typiquement pour ce genre de truc, tu veux déplacer des grosses foules de personnes. Tu préfères avoir un truc orienté data qu'orienté objet. Parce que tu préfères traiter la masse de personnes que chaque personne un par un. Cette image-là, les déplacements pour le groupe B, histoire de fractionner les choses. Si un ennemi est trop près du joueur, ne pas recalculer le déplacement, mais tout simplement orienter l'ennemi vers le joueur et le faire avancer tout droit. C'est pas tant la navmesh en elle-même qui aura des optimisations, ce sera comment utiliser la navmesh de façon plus intelligente en fait. Parce que même si aujourd'hui on a du très bon matériel, tout ça, si je prends mon PC et que je code, 20 000 ennemis dans Godot ou n'importe quel moteur, en fait, tout simplement ça va ramer. Il va falloir que je trouve des optimisations pour faire tourner ça. Une autre anecdote qui me vient, c'est que au début de ma carrière, on utilisait un moteur qui était assez vieux, qui s'appelle Gamebryo, et du coup, le temps de programmation, c'était ce qui était le plus précieux, et donc j'ai été un programmeur à mettre en place un navmesh. En fait, je l'ai fait à la main, c'est-à-dire donc vraiment, je devais poser des points. Jamais de la vie je fais ça. À la main sur notre level. Jamais de la vie. En fait, et pour chaque point dans un fichier Excel, j'ai dû rentrer les coordonnées. Ces points. Et en plus de ça, pour que l'algorithme fonctionne, non seulement il a besoin de connaître la position des points, mais il a aussi besoin de savoir si les points sont connectés entre eux. Donc, c'est-à-dire, j'arrête le dev si on me demande ça. Non mais oui. C'était très compliqué, et du coup, en fonction de la résolution du navmesh, c'est-à-dire le nombre de points que je mets, je vais avoir un pathfind qui va être plus ou moins fin. Ça a fonctionné à la fin. Évidemment, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, plus personne n'a jamais besoin de faire ça. Mais
sauf les devs de mods sur Bethesda, du coup, apparemment. À l'époque, ça nous a fait gagner un tout petit peu de temps de programmation. C'est ouf, en vrai. C'est ouf. Pour avoir justement d'autres features que juste programmeurs qui bossent sur une génération automatique de Navmesh. Cette notion d'utiliser une animation Gamebryo, c'est l'ancêtre de Creation Engine. Ah oui, je connais ça par contre, le truc de Bethesda là. C'est Creation Engine ou Creative Engine? Je me rappelle jamais. pour passer entre deux Navmesh, elle se retrouve dans tout un tas de jeux d'ailleurs. Prenez Resident Evil 9 par exemple, lorsque vous êtes poursuivi par Miss Énorme Boule là. Oui, alors Oui, donc c'est les moteurs maudits, ça. C'est comme comment il s'appelle déjà là, le moteur maudit qui sert à faire des FPS C'est Skyfall. Non, Skyfall, c'est un truc de Magic the Gathering, autant pour moi. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un moteur comme ça qui est vraiment genre que tout le monde déteste concrètement. Je sais plus comment il s'appelle. Crytek. Merci. Ah, tout le monde déteste Crytek. j'ai pas joué au jeu, mais je crois qu'avec Lara Croft et Tracer, c'est le personnage sur lequel j'ai vu le plus de trucs fétiches. Bref, tout ça pour dire que vu qu'elle est trop grande pour passer les portes, le Navmesh l'empêche catégoriquement de passer d'une salle à l'autre comme ça. Il faut donc jouer une animation entre les deux. Je me penche, j'attrape le haut de la porte, et enfin, j'avance. Cela dit, avec cet exemple, CryEngine du studio Crytek, pardon, autant pour moi. C'est le CryEngine que tout le monde déteste. si je vous montre à quoi ressemble la White Non, Crytek, c'est une entreprise du coup. Genre. Box de niveau de jeu, White Box, c'est-à-dire Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec CryEngine, c'est que c'est surtout un moteur qui sert à la base à faire des FPS, si je dis pas de bêtises, et que le problème, c'est que derrière, il y a plein d'éditeurs qui forcent des studios à développer sur CryEngine, alors que c'est pas adapté, genre du tout, et ça crée des gros problèmes. Hein. la phase où tu mets vraiment que des objets non texturés Pourquoi il dit Resident Evil 9 alors que c'est le 8? Parce qu'il se trompe. de manière ultra simpliste. Ça permet de créer l'architecture des niveaux, de voir les boîtes de collision, de placer les navmesh justement, etc. Vous devez normalement détecter un problème potentiel des navmesh. C'est que pour éviter les bugs visuels de personnages qui traversent des objets, normalement le mieux ça serait de faire des navmesh clairs et suffisamment éloignés du bord des textures pour justement éviter les chevauchements disgracieux. Sauf que les objets et le monde d'une manière générale sont rarement tout carrés, tout propres. Les formes naturelles sont organiques, elles sont irrégulières, et faire un level design où tout a l'air parfaitement arrangé de manière... Non, justement, c'est plutôt Unreal Engine 5 qui est surutilisé. Après, Unreal Engine 5 veut être un langage qui sert à faire tout. Genre, littéralement, c'est dans leurs objectifs depuis le début chez Epic Games de créer un moteur universel. Alors que CryEngine, c'est vraiment un moteur de FPS à la base. Genre, faire un jeu de bagnole avec, ça n'a pas de sens. irréaliste dans le but de faciliter la navigation et d'éviter les bugs, ça peut totalement briser l'immersion puisque le côté jeu vidéo va vous sauter au visage. Donc alors là, je fais une très rapide digression pour aborder un autre thème, c'est les boîtes de collision. Les déplacements de base, que ce soit pour un PNJ ou même ton personnage joueur, t'as pas besoin de boîte de collision pour utiliser une navmesh. En gros, il faut plus voir la navmesh comme un truc qui contient tous les points que tu peux visiter en fait, plutôt que quelque chose de physique que tu peux percuter ou quoi que ce soit. Un gros truc qui contient tous les coordonnées que tu peux emprunter quand tu fais un trajet. T'as besoin d'un système de collision parce que tu vas coder ta gravité et tu vas avoir forcément des collisions sur le sol parce que sinon tu passes à travers, ton jeu il est très chiant. Ah oui, non mais oui, genre je vois le chat. Oui, le CryEngine, genre c'était une énorme dinguerie, hein. Genre Crysis, c'est un des jeux qui a le plus baisé le crâne de toute une génération entière parce que c'était beau. Genre, et c'était grâce au CryEngine, tu vois. Encore une fois, le problème, c'est pas tant... Enfin, c'est comme pour tous les moteurs, en vrai, genre... Enfin, à part peut-être Construct 2. Genre, il n'y a pas vraiment de mauvais moteur, tu vois. C'est juste une question de comment tu l'utilises et comment tu dev et comment tu t'organises. Et en l'occurrence, de mémoire, CryEngine a cassé les couilles à beaucoup de gens, genre. Mais t'as pas besoin de navmesh en soi. En fait, la navmesh, ça va être vraiment le truc, le support qui va servir ensuite aux PNJ, tout ça, pour calculer leur trajet. En gros, tu vas modéliser ton niveau, tu vas dire ouais, c'est cool, t'appuies sur un bouton dans ton moteur, et ça va calculer ta navmesh, et là tu vas la voir qui va se mettre en surimpression sur ton niveau, ce qui va te permettre toi de te dire ok, la navmesh elle est bien calculée, parce que dans cet interstice entre ces deux objets, j'aimerais bien qu'il y ait un ennemi qui puisse passer, mais c'est un truc où il y a pas de physique dedans, tu peux pas tirer sur ta navmesh, tu peux pas prendre ta navmesh et je sais pas l'acheter par la fenêtre. Oui, c'est un vrai moteur de merde en comparaison. Ça dépend en vrai, genre. Après, moi je suis plus une bordeuse de Unreal 4 à la base que de Unreal 5. J'ai pas dev en fait sur Unreal 5. Genre, moi à l'époque, Unreal 5 ça avait 1 an ou 2 quand j'ai arrêté. Donc j'avais pas vraiment de projet qui était sur Unreal 5. Je faisais tout sur Unreal 4. Et en vrai, en l'occurrence, genre Unreal 4, je trouvais que sur tout ce qui était genre de l'ordre de l'optimisation et de ce genre de trucs, tu pouvais vraiment faire des dingueries. Genre, il me semble, si je dis pas de bêtises, que justement Doom 2016, il est sur Unreal 4 et qu'il est turbo bien optimisé.
Et ouais, bah ouais, du coup, t'as l'air assez d'accord avec moi dans le chat, du coup, c'est cool. Mais oui, je pense que. Et d'ailleurs, je pense que même maintenant, si je devais reprendre mon projet Mecha Dino Magic Alien, je le ferais sur Unreal 4 et pas sur Unreal 5. Quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est plus une idée en fait, le concept de NavMesh qu'une boîte de collision. Si un jour j'ai 50 personnes et un studio où je peux développer un gros projet, j'irai sur Unreal 5. Mais franchement, sinon, j'ai aucun intérêt. Unreal 4 fonctionne très bien. Elle est déjà plus, pas plus tangible quoi pour le coup. Donc la plupart du temps, on dit boîte de collision parce qu'on utilise des boîtes, mais on utilise aussi pas mal des sphères et des capsules parce que c'est des formes géométriques qui sont faciles à établir en 3D. La plupart du temps, quand on fait des déplacements de personnages, ça va être des capsules, donc des trucs qui ont une forme de pilule, de médicaments quoi. Tu peux prendre une boîte de collision et faire exactement d'avoir la même collision que celle de ton mesh, donc de ton maillage, mais là ça devient beaucoup plus coûteux au niveau du calcul parce que bah forcément tu dois calculer la collision sur un truc qui a plein de points dans tous les. Et oui, alors, j'aurais quelqu'un qui dit genre Unreal 5 nanite.fin. Alors, en vrai de vrai, les nanites me font pas tant bander que ça par rapport aux lumens. Si je dois être parfaitement honnête. Et dans Unreal 5, j'aime bien aussi genre les intégrations qu'ils ont faites à côté. Genre les trucs meta-humans et tout, ça permet vraiment d'intégrer des trucs assez facilement, enfin gagner beaucoup de temps sur des trucs, tu vois. C'est pas tant les nanites pour moi le gros point fort de Unreal 5 que plutôt le système de lumière en fait, qui fonctionne vraiment bien pour le coup. Et que c'est beaucoup plus simple de calculer la collision sur une sphère ou un cube que de calculer la collision sur un modèle de plusieurs milliers de. C'est quoi les nanites? Allez, c'est parti. Alors, les nanites. Nanite mesh. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des meshs, je vous dis il y a deux types de meshs. Il y a les static mesh qui bougent pas, c'est genre des structures faites en 3D qui bougent pas. Il y a les skeletal mesh qui sont. Il y a un squelette à l'intérieur qui sert à les déformer pour faire des animations. Et dans Unreal 5, ils ont introduit un nouveau concept qui s'appelle les nanite mesh. Qui concrètement, en gros, sont des meshs qui augmentent en complexité quand tu te rapproches et qui diminuent en complexité quand tu t'éloignes, pour faire très simple. Sachant que c'est un truc qui existait déjà avant ça, mais là, ça a été poussé quand même à un certain degré, qui fait qu'en gros, ça rend ce genre de truc. If you're using Unreal Engine 5, you should probably be taking advantage of Nanite. So here's how to make a non-Nanite mesh a Nanite mesh. Double-click on the object in the content browser, and then hit Enable Nanite support here. That's it, bye. If you're using Unreal Engine J'avais 5, oublié les tutos de con, genre de 12 secondes. Alors moi, je veux pas un tutoriel, je veux une démonstration, genre. Be getting. Et là, tu vois qu'il y a déjà des tutos que j'ai peut-être un peu regardés à droite à gauche quand je voulais m'informer sur le sujet. Heat map. So the hotter it gets, the more overdraw there is. The more overdraw there is, the worse performance you're going to get. So you'll notice that all these glancing. En gros, c'est un système d'optimisation qui sert à faire des objets très détaillés qui bouffent pas tout ton CPU. En gros, à la base, c'est un truc d'optimisation. Le problème, c'est que c'est pas très bien optimisé à plein de niveaux. Et du coup, c'est un peu ça, un des gros trucs qui a été apporté par Unreal Engine, qui a fait bander tout le monde à juste titre au début. C'est les nanites. Mais moi, le truc qui me fait vraiment bander dans Unreal 5, c'est les lumens. Comment expliquer les lumens? En gros, dans la réalité, admettons que tu es sur Unreal 4, tu vois, t'as 4 murs autour de toi. Un mur bleu, un mur rouge, un mur blanc et un mur vert. Si tu fous une lumière blanche dans Unreal 4, ça va juste éclairer les murs en fonction de leur lumière. Classique. Explique en pipi? Ok, d'accord. Non, ça va être compliqué. Genre, non, c'est chiant. Et ben en fait, dans Unreal 5, c'est plus complexe que ça. Tu fous une lumière blanche au milieu dans ta pièce, où tu as 3 murs de couleur et un mur blanc, tu vas te rendre compte qu'en fait, le mur rouge, quand il va être éclairé en rouge, il va aussi un peu briller en rouge, et sa couleur, elle va déteindre sur les autres murs d'à côté. Et du coup, tu auras le mur blanc dans la pièce où il y aura un peu de vert, un peu de rouge et un peu de bleu. Parce qu'en fait, ça va calculer les transmissions de couleurs beaucoup mieux que sur les anciens moteurs par rapport à la lumière, comment c'était avant, quoi. Démonstration. Lumen is Unreal Engine's answer to real-time dynamic lighting. Unlike ray tracing, it doesn't rely on hardware-intensive calculations. Instead, it uses approximations to deliver impressive results in real time. With Lumen, lighting reacts dynamically to changes in the scene. Ça, c'est bien. This makes it ideal for games with Ça open-world fait environments or projects that need to run on less powerful hardware. Let's move. J'écris illumination globale basique. Alors, en fait, oui, mais c'est juste que genre... va expliquer c'est quoi exactement la différence entre des lumens et les anciens systèmes de luminosité. Move to the Unreal Engine and see how Lumen work on our same scene. For Lumen, Genre, Global Illumination, tu le fais pas dynamique normalement. we have to change global illumination and reflection method inside project settings again. Once we change the global Genre, souvent, ça va être un truc précalculé. illumination to Lumen, reflections will be set to Lumen automatically. You just have click OK button when it asks you to,
And also make sure use hardware ray tracing for Lumen is enabled, so Unreal Engine can use your NVIDIA RTX card to get better results. I leave software ray tracing mode Attendez, je cherche des moments où on voit des trucs. in The Witcher 3 Wild and doesn't adapt dynamically. Tu vois, c'est ça. For example, in The Witcher 3 Wild Hunt, global illumination was baked into textures, meaning light bouncing is pre-rendered and doesn't adapt dynamically. Voilà, c'est ce que je viens de... En gros, l'illumination globale, tu le précalcules, tu fais le gros travail avant, ça va venir genre éclairer toutes tes différentes surfaces. Genre, voilà, pour expliquer la différence, donc là j'ai expliqué la global illumination. Dans Unreal, ça aurait marché dans Unreal 4, ce que j'ai dit avant, mais pas avec lumière qui bouge. Là, on peut avec lumière qui bouge, concrètement. Reflections. Achieved Et non, c'est pas du ray tracing. using techniques like screen space reflections, SSR, which only reflect objects visible on the screen, leading to inaccuracies for off-screen objects. Maintenant, explique le baking. Ça va, c'est plus facile à expliquer ça. En gros, genre, tu fous toutes tes lumières dans ton niveau, tu bakes, donc tu cookes, tu fabriques l'illumination globale. Ça prend infini temps parce que c'est super long et ça demande beaucoup de calculs. Puis une fois que t'as fini, ça t'a foutu une texture supplémentaire sur tout ton niveau qui fait les différents éclairages de manière statique, qui bougeront pas. Et voilà, explication du baking. Et genre avant qu'on ait même des lumières qui bougent, parce que maintenant des lumières qui bougent c'est facile, tu vois, mais qui n'ont pas forcément le truc de global illumination. Bah avant on n'avait même pas vraiment de lumière qui bougeait et c'était plus ou moins fait à la main, c'était encore une autre galère. And the shadows, created using shadow maps, which are essentially 2D Oui, pardon, j'ai relancé la mauvaise vidéo. Polygone, quoi. Bon alors, on va pas rester longtemps sur ce thème, parce que si je parle de boîte de collision, je vais devoir parler de hitbox, et si je parle de hitbox, là, ça commence à mériter une vidéo à part entière. Mais encore une fois, il n'y a pas de technique précise. Rappelez-vous juste que les navmesh, c'est une information. Hein, ça n'est pas un objet physique, c'est l'information de l'IA peut circuler ici. Vous pouvez, comme on l'a entendu plus tôt, hein, faire... Bah, c'est chaud d'avoir des lumens qui marchent bien en mouvement rapide sans TAA, l'update de luminosité. Après, ouais, genre, j'ai l'impression que t'as beaucoup digué, toi, Unreal 5, et que t'es vraiment pas fan. Mais moi, je comprends les gens qui bandent Unreal 5, hein, pour de vrai. Par contre, je continuerai à dev sur Unreal 4. un jeu sans J'ai pas besoin de vos mises à jour, désolé. navmesh, s'il y a que des joueurs et il y a... J'ai appris toute seule le dev ou en école, j'ai appris toute seule. Enfin, toute seule. En vrai de vrai, je suis passé par une formation. La vérité, je suis passé par une formation. C'est le truc dont je vous en ai parlé en plus de la formation dans la vidéo sur Alex Hitchen. Je suis passé par une formation. Moi, à la base, je l'ai payée sur Udemy, mais je crois qu'elle est disponible ailleurs. Et en gros, j'ai appris à dev le C++. Enfin, j'ai appris à dev en C++ et en Blueprint parce qu'il y a un système pour développer sans avoir à coder dans Unreal concrètement. Mais moi, j'ai appris à coder parce que c'est... Si tu veux vraiment faire un jeu qui se vend, t'es obligé de savoir coder, genre c'est normal. Oui, à la base, je suis ingé, mais je suis pas ingénieur en jeux vidéo, les gens. Et la vérité, c'est très très différent, le dev de jeux vidéo et le dev, genre, d'un algo dans une entreprise qui sert à gérer une machine. Ça a vraiment pas grand chose à voir pour le coup. Donc il y a quand même eu des trucs à réapprendre, tu vois, par rapport à ça. D'autant plus que moi, à la base, j'étais pas une meuf qui faisait du dev en C++. J'ai un peu dû apprendre sur le tard quand même, tu vois. Et du coup, ouais, je suis passé par une formation qui s'appelle genre Dev C++, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, genre si je mets Dev C++, Unreal. Aujourd'hui, ils sont sur Unreal 5 maintenant, du coup. Moi, je l'ai fait sur Unreal 4 à l'époque. Mais du coup, je crois que leurs cours de Unreal 4 sont encore dispo. Mais moi, je suis passé par ces gens-là. Voilà. C'est via, du coup, ce crew-là que, genre, j'ai suivi plein de tutos qui m'ont appris à faire plein de trucs que j'ai utilisés par la suite. Et ensuite, c'est des game jams. Ensuite, j'ai appris avec des game jams et avec des tutos YouTube, quoi. T'apprends tout avec tutos YouTube, c'est trop bien. Sauf à faire un toon shader correct. Y a pas de bon tuto. De mémoire, y a pas de bon tuto. J'ai tout essayé. Tous les tutos sont à chier. Aucun bot, ça passe. Mais quand on a une IA, ça ne veut pas dire que les PNJ marchent sur le navmesh. En vrai, ils marchent sur un environnement qui, lui... Ah, t'es sur un toon shader? Bah moi, je les... Genre, maintenant, je les achète. Je pense que la prochaine fois que j'aurai à faire un toon shader, je vais juste l'acheter, genre... possède une collision, et c'est cet environnement sur lequel il y a un navmesh. Mais, comme j'ai dit, autre vidéo, autre sujet, j'ai fait une digression là-dessus, mais revenons sur le sujet des navmesh. Ok, vous avez vos navmesh, vous avez vos boîtes de collision, vous commencez à whitebox votre niveau pour voir clairement sous les yeux, hein, voir qu'est-ce qui est connecté à quoi. Parfait. Mais le navmesh, c'est la route. Or, la navigation au sens général du terme, c'est la route, plus aussi la voiture qui roule dessus.
Donc maintenant parlons de notre terme connu, c'est le pathfinding. Le pathfinding, c'est la Il aurait peut-être fallu le dire, enfin, il aurait peut-être fallu le définir avant de l'utiliser genre 20 fois dans la vidéo. capacité pour C'est le chemin, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. un ennemi ou une intelligence artificielle de trouver un chemin dans son environnement pour aller d'un point A à un point B. Bon, en gros, à chaque fois qu'il y aura des déplacements à faire dans un environnement et surtout à chaque fois qu'on veut pas tricher, parce que si je veux, je peux très bien déplacer un truc et pas me soucier des obstacles ou de quoi que ce soit, et ben du coup, on va utiliser un des algorithmes du pathfinding. Le pathfinding, c'est l'algorithme, en fait, la requête de l'intelligence artificielle pour Je trouve ça presque bizarre d'avoir expliqué le navmesh au tout début et le pathfinding à la toute fin. Pour moi, t'expliques les deux en même temps. déterminer avec l'aide du navmesh quel est le chemin le plus Genre, littéralement, le navmesh te sert à calculer des pathfinding, littéralement. court pour atteindre son objectif. Et donc l'IA, en fait, elle envoie une requête de pathfind, c'est-à-dire qu'elle cherche c'est quoi le chemin le plus court, et donc l'algorithme va regarder, généralement va partir du point de départ, et essayer de, vraiment comme un petit jeu d'embranchement quand on est enfant, de trouver quel est le chemin le plus rapide pour l'IA pour y arriver. Et du coup, c'est intéressant parce que le pathfind va déterminer beaucoup souvent la perception qu'on va avoir de l'intelligence Ils vont décrire... Non, mesh, ils l'ont décrit au tout début, par contre. des ennemis dans un jeu. Et en fait, ça dépend aussi vachement du contexte des jeux. Je vous donne un exemple. Dans un jeu, par exemple, comme Ark Raiders, qui est un jeu quand même, il y a une grande notion de PVP, quand vous allez pouvoir vous mettre à l'abri et qu'un drone, en fait, va pas réussir à rentrer dans votre abri, alors que techniquement, il pourrait pathfinder et rentrer, etc. Il y a des ouvertures, mais il va commencer à rester bloqué. En fait, c'est littéralement un truc de pathfind pas très élégant. Mais à l'intérieur de ce jeu-là, ça fonctionne extrêmement bien, puisqu'en fait, le jeu est létal, c'est compliqué, donc vous avez l'impression d'avoir atteint un cover dans lequel vous vous mettez à l'abri, vous allez vous recharger, etc. Et vous êtes bien content. Ça, à la fin, des fins, le plus important, c'est pas est-ce que ton déplacement il est élégant, est-ce que ton algorithme il est parfait, est-ce qu'il y a aucun problème. À la fin, c'est est-ce que le joueur il est content. Et genre, bah là, en l'occurrence, il est content. Que ce drone ne vous suive pas à l'intérieur. Et donc dans un autre jeu, dans un autre contexte, on aurait pu prendre ça pour un bug et pour un truc qui vous sort de l'immersion. Dans un jeu solo à la Halo, je sais pas quoi, si tout d'un coup je rentre dans un truc et que le drone n'est pas capable de me suivre et se tape contre un mur, potentiellement je vais trouver ça étrange par rapport à l'histoire, on me dit ah c'est les extraterrestres les plus évolués, etc. Ils n'arrivent pas à passer. Dans un jeu comme Ark Raiders, en fonction du settings, de l'histoire, de la tension du gameplay, mais en fait c'est assez bienvenu et ça pose aucun problème à personne. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait fondamentalement il n'y a pas de mauvais ou de bon pathfind ou de bonne IA ou de IA très intelligente, etc. Finalement il n'y a que ce qui sert votre gameplay. Et donc C'est ce que je disais. Tu t'en bats les couilles d'avoir une IA intelligente, c'est pas le projet. en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre votre expérience de jeu. Et en fait, des fois, des choses très simples vont être très efficaces. Le pathfinding, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un des rares termes de jeux vidéo que les gens connaissent sans même être des experts de jeu, parce que c'est rentré dans le langage un petit peu commun. On a tous en tête ces vidéos Beaucoup qui plus expliquent que le Navmesh. concept, ces vidéos qui sont en général tirées du modèle A-Star ou dérivées de ce modèle. C'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, Astar. L'IA va tester tous les chemins disponibles entre ceux qui sont accessibles et ceux qui sont bloqués jusqu'à trouver le chemin le plus direct. C'est assez basique et même aujourd'hui, en vrai, on utilise encore cette base comme modèle. Bon alors bien sûr, on y a ajouté des variations, hein. Précision au passage, voilà, s'il y a des devs donc, qui m'écoutent, on sait jamais, et que vous êtes des gens qui sont sur Unreal Engine, et que par exemple, vous voulez faire ce genre d'algo, ne le faites pas en Blueprint. Blueprint, c'est le système de programmation visuelle qui sert en gros à faire du code sans coder. Typiquement, les algos type Astar, c'est pas des trucs que tu fais comme ça. Tu les fais en code en dur par contre. Genre vraiment, je le conseille. En fait, c'est même pas une question de genre juste ça va être plus optimal. C'est juste plus facile à faire aussi. Genre c'est vraiment juste la méthode, genre c'est d'éviter de le faire, fais-le en code quoi. Genre pour le coup, ce truc-là précisément, genre il y a plein de trucs où tu peux t'en... Mais là... Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple Ça teste pas tous les chemins justement. Oui, c'est un abus de langage. d'une route avec différentes valeurs afin de pousser les PNJ à emprunter certains chemins. Je vais vous donner un autre exemple. Les systèmes de code sans code, c'est pour faire de la plomberie. C'est pour faire du bêta testing aussi. Genre, en vrai, faut pas négliger ce truc-là. Hein. Genre, en vrai, les systèmes de programmation visuelle, ça peut aussi vraiment servir à tester des features hyper vite avant de les programmer en dur, en correct et de le faire vraiment bien, tu vois. Genre, les systèmes de programmation visuelle, ça a vraiment un intérêt, y compris quand t'es dev hyper pro et que tu bosses avec des gens trop forts. Ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Parce que la vérité, tu peux gagner beaucoup de temps. Et du coup, tu testes un truc que t'as vite fait en Blueprint, puis après, genre, tu le codes en bien. Identique, encore plus concret. Dans Minecraft, marcher sur les blocs pour les villageois ont un coût. Si je prends ce villageois, que je le mets avec 3 choix identiques, Genre, typiquement, le système de programmation visuelle de Unreal est particulièrement adapté
pour faire des shaders et du post-process et des trucs visuels. Genre, lorsque t'es à l'intérieur du machin qui te sert à gérer ça concrètement, qui ça s'appelle des materials concrètement, et bah à ce moment-là, tu veux pas coder ça en dur. Hein. Tu veux avoir des petits trucs qui se connectent les uns les autres. Hein. Et en vrai de vrai, quand tu fais des machines à état pour gérer tes IA, pour qu'elles se comportent comme tu as envie qu'elles se comportent, c'est un peu pareil. Tu préfères utiliser le système quand même intégré à Unreal qui est un peu plus visuel aussi. Il va forcément choisir le trajet le plus rapide pour atteindre sa destination. Maintenant, si je mets un autre bloc sur son chemin, disons par exemple un bloc d'eau, il va prendre un autre chemin. Pourquoi ? Parce que le bloc d'eau dans Minecraft a une valeur de 8. Et les blocs attenants au bloc d'eau ont également une valeur de 8. Même chose pour la lave d'ailleurs. Donc, le villageois choisira un autre chemin, et ce, même si en termes de blocs, le chemin passant par le bloc d'eau est effectivement plus court. En connaissant Et j'ai l'impression qu'il se répète un peu là. ce principe et les différentes valeurs des différents blocs, on peut donc s'amuser à créer des chemins pour tester le pathfinding. Par exemple, pour construire des pièges, on saura que les mobs préféreront sauter dans le piège pour m'atteindre plutôt que de passer par-dessus un endroit avec de l'eau. Et d'ailleurs, ce système-là dont je parle, c'est littéralement civilisation, en fait. Vous avez des unités Ah oui, on m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y avait des quadrillages hexagonaux ? En vrai, je crois, de mémoire, c'est plus optimal. qui se déplacent sur un hexagone, qui mettent un certain nombre de tours à arriver en fonction de la difficulté du terrain. Mais bon, rappelez-vous, je l'ai dit moult Est-ce que je développe encore ? Franchement, j'ai arrêté. Mais encore une fois, j'aimerais m'y remettre. Le problème, c'est que là, genre avec la fange et tout mon tacite, c'est mort. fois. Mais dans quelques années, quand je sais pas encore à quoi ça va ressembler ma vie, moi, dans quelques années, tu sais, genre ça fait 1 an que je suis influenceuse, j'en sais rien. Mais ouais, ça reste un truc dans un coin de ma tête très très fort. Le mot d'ordre du développeur du jeu, Et oui, en ce moment, je suis en train de dev la propagande machine, ça prend déjà assez de temps. c'est les performances. Les performances, c'est le Graal. Si notre modèle A-Star s'applique Oui, c'est pas du JV, mais c'est du dev, oui, on s'entend. par exemple pour Après, vu que c'est pas un projet qui a pour objectif d'être vendu, je vais pas mentir, le code il est pas giga clean. des jeux avec peu de PNJ, imaginez la même chose sur un RTS avec des centaines d'unités qui doivent chacune indépendamment calculer leur trajectoire. Le coût sur le CPU serait affreux et les performances dégueulasses. Donc, chaque modèle de jeu applique un petit peu sa recette propre pour le pathfinding. Concernant les RTS, justement, ces jeux utilisent en général des systèmes de crowd sim, ou gestion de foule. Le principe, pour résumer, c'est que les unités dans les RTS ne savent pas ce qui se trouve à plus de 10 mètres devant elles. Un peu comme si vous deviez vous orienter dans un magasin, mais en ne regardant que uniquement vos pieds. C'est pour ça que si vous ordonnez à une grosse masse d'unités... Si vous connaissez la chaîne YouTube Fulloscopy, sachez que vous pouvez faire des ponts hyper intéressants entre ce qu'il est en train de raconter là et tout ce que lui raconte dans sa chaîne de mec qui étudie les foules. D'attaquer une cible unique dans un Age of Empires ou dans un StarCraft 2 par exemple, il est fréquent que les unités restées en arrière abandonnent l'ordre d'attaque simplement parce qu'elles ne trouvent plus le chemin pour attaquer en se sentant bloquées dans leur ligne de vue par les unités alliées. Encore une fois, car leur pathfinding est extrêmement limité. Donc, conclusion. Et les moteurs, ils sont là, ils font tout ce que tu as besoin de faire. Mais ça va être plus à partir du moment où tu veux des formes de gameplay bien précises. C'est là où parfois tu vas te retrouver à dire « Ah ouais, en fait, là, je veux Ils font comme les bancs de poissons. Exactement. Genre, c'est à ça que je pensais. qu'il y ait cette fonction-là dans mon jeu vidéo. » Mais le moteur, il supporte pas pour une raison X ou Y. Et c'est là où tu vas... Non, c'est aussi pour ça que, en vrai, tu sais, j'ai dit, j'ai pas de formation pour développer directement du jeu vidéo. Un des gros avantages de ma formation d'ingénieur quand j'ai commencé le dev de jeux vidéo, c'est que basiquement, les jeux, c'est des simulations physiques qui ne cherchent pas à être réalistes, mais c'est quand même des simulations physiques. Surtout en 3D. Donc, très pratique quand t'as fait des études scientifiques. Genre, par exemple, être capable de coder, genre, un ressort, c'est con, mais quand tu connais l'algo qu'il y a derrière un ressort, dans la réalité, de la vraie vie du monde, de la réalité véritable, ça t'aide à faire des systèmes de ressorts dans les jeux vidéo. Et moi, vu que j'ai fait des jeux avec des grappins, c'était cool. Devoir soit recoder une partie de ton moteur, c'est ce que font pas quand même certains développeurs. Il y a pas mal de moments où quand on code des trucs, on se retrouve à réinventer la roue pour se rendre compte que il y a certaines techniques qui ont été inventées et qui marchent très bien. Pour moi, c'est pas trivial en vrai si tu sais pas, mais alors pas du tout, ouais. Justement, c'est pour ça que les études scientifiques, ça m'a grave aidé, genre. La notion du bricolage et la notion du game dev, les deux sont vraiment très proches. Les Je me suis même retrouvé à en faire de la trigo et tout à l'époque où je développais, c'est trop bien. deux sont les mêmes pour moi, dans
le sens où, ouais, moi je vois ça comme un bac à sable en fait. Et je pense que derrière toutes les bonnes idées de jeux vidéo, il y a des gens qui ont juste bricolé avec les moteurs. Le jeu vidéo, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas de la science, c'est de la cuisine. Il n'y aura jamais 2 recettes strictement identiques pour Très bonne take. atteindre le même but. Un bon développeur de jeux vidéo sera toujours C'est pour ça que le game design, c'est pas une discipline où il y a des grands trucs qui sont tout le temps vrais, genre c'est pas comme ça. contourner les limitations techniques de J'aurais dit pâtisserie. Ouais, je vois un peu aussi la take. son moteur pour faire ce qu'il veut avec des moyens détournés. Aujourd'hui, il y a moins de développeurs qu'avant qui connaissent les mécaniques de pathfinding ou de navmesh parce que ce sont devenus des choses intégrées de base au moteur. Et donc, c'est pas forcément utile d'apprendre comment ça marche tant que ça marche. Non, si. Non, alors là, par contre, ça, c'est mauvaise take. Avec des moteurs comme Unreal 5 Si. Faut toujours comprendre comment ça marche, sinon tu fais des débileries, genre tu deviens. Enfin, ça sert à rien. Enfin, tu vas forcément faire de la merde, genre. qui intègre presque tout, la conception de jeux vidéo devient de plus en plus ludique et de moins en moins technique. Et quelque part, c'est bien, hein, parce que c'est aussi ça qui permet à de plus en plus de gens de se lancer dedans. Mais de l'autre côté, à force de donner tout clé en main, on risque d'aboutir à une situation où les jeux vont commencer à tous se ressembler parce que les développeurs ne sauront plus comment ça marchait à la base et ne sauront plus comment modifier tout ça. Mais comme pour tout, la navigation, c'est un petit rouage. Comment tu fais marcher ton jeu sans comprendre comment ça marche? À la limite, tu peux faire marcher un jeu sans comprendre comment ça marche. Maintenant, va l'optimiser. De la Va faire des mises à jour. grande machine d'un jeu vidéo. Et donc, ça fait partie des termes qu'il est intéressant de définir pour comprendre toutes les subtilités du milieu. Voilà, donc cet épisode est terminé. Alors, je pensais de faire, en plus de ma grosse série sur les jeux AAA, des petits épisodes comme ça, où on définit un seul petit aspect du jeu vidéo. Voilà, donc alors dites-moi si vous aimez, hein, ou si c'est de la merde. Comme ça, je saurai si je dois en refaire ou pas. Allez, salut! KissJDG, merci pour la vidéo, c'était super, on a parlé de plein de trucs super intéressants, j'espère que ça vous a intéressé premier degré, parce que voilà, moi c'est un de mes intérêts spécifiques, d'autant plus que c'est des trucs que j'ai appris en autodidacte et tout, donc j'en suis quand même un peu fier. J'espère que j'ai quand même enrichi le propos de la vidéo, c'est quand même le but ici. En tout cas, moi, je suis content de m'être replongé dedans, et comme à chaque fois, j'ai relancé Unreal pour vous montrer ce que j'avais fait à l'époque, parce que j'aime trop vous montrer ce que j'avais fait à l'époque, même si c'est pas terminé et que ça sera pas terminé avant un sacré moment, je pense quand même. Mais voilà, genre depuis le début, je vous parle de mon projet qui s'appelle Mecha Dino Magic Alien, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, tout ça, c'est très prototype. Hein. Tout ça, c'est très prototype, et en plus de ça, la dernière, comment dire, en gros, j'ai dû rusher les visuels pour des raisons de burn-out et de mauvais management. Ce qui fait que du coup, pour faire une scène où les visuels étaient à peu près faits, j'ai cassé le système de gameplay, malheureusement sans faire exprès. Donc ça marche plus très bien. Donc je pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui parce qu'il faudrait en vrai réparer tout ça et surtout clean le code qui est vraiment dégueulasse. Encore une fois, c'est que 2-3 mois, peut-être un peu plus en solo dev. C'était un projet que j'ai commencé à faire après une grosse dépression et la fin de notre premier projet qui a du coup été annulé en cours de route. Donc c'était un projet vraiment passion. Donc voilà, ne me jugez pas. Mais en gros ça ressemblait à ça. Donc ça du coup c'était un peu c'est la map qui m'a servi à gérer le game design. Concrètement, c'est ce que je vous disais, genre quadrillage avec des étages qui sont interconnectés. Malheureusement la gestion des interconnexions est pas très bien faite. Il faudrait que je refasse ça de zéro concrètement. Mais du coup ouais, là-dessus il y a un pathfinding qui fonctionne. Là-dessus, il y a un pathfinding qui fonctionne normalement. Et au passage, la grille, si j'arrive à prendre ma grille, au secours. Où est ma grille? Attendez, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah voilà, ma grille. Ma grille, du coup, elle s'adapte à l'environnement, en fait, concrètement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, basiquement. Genre, si jamais je la déplace, ça va recalculer au moment où tu la déplaces. Pour, voilà, tu vois, là, par exemple, on est passé de 3 cases à des demi-cases. Concrètement. Et puis l'idée c'était aussi qu'au bout d'un moment ils étaient capables de prendre la hauteur pour que quand tu te déplaces de case en case tu puisses quand même avoir des légères différences de hauteur. Mais du coup voilà, ça c'est ma grille que je peux faire sur n'importe quel environnement et qui va créer le quadrillage comme je le veux. Je peux aussi la faire se rotationner hein, si vous voulez voir un peu plus. Alors ouais, attendez, par contre là ça va rotationner un peu fort. Une rotation de 15 degrés, ce sera très bien. Voilà, tu vois, si je la fous comme ça marche quand même. Bon. Ça ressemble plus à rien mais ça marche, tu vois, genre c'est un peu ce que je vous disais quoi, genre ma grille elle est adaptative, j'ai pas à retravailler à la main à chaque fois les trucs, mais c'est pas le système de navmesh de base de Unreal par contre.
Genre, c'est quand même autre chose. Donc, ça, du coup, c'était ma scène qui m'a servi à commencer le game design, qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Genre, si jamais je la lance, c'est tout bugué. Voilà, je peux même plus me déplacer, c'est tout bugué. Genre, c'est tout bugué de fou. Mais bon, il y a quand même le truc que je vous expliquais autour de les attaques, où c'est genre comme ça. Voilà, ça marchait bien. Ouais, c'est ce que je vous disais, genre, il y a toujours un léger recul. Genre, quand tu regardez, quand l'arme elle arrive sur le sol, vous voyez qu'elle rebondit un peu, genre. Vous voyez? Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'animation. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a servi à commencer à faire des... Ouais, l'effet saccadé fonctionne vraiment bien, j'en suis assez fier. Tout. Mais du coup, voilà, j'ai cassé ça parce que j'étais en train de faire des tests sur le diorama. Diorama, c'est genre comme un panorama, mais en maquette. Et ça sert du coup à faire des tests visuels. Et du coup, en faisant des tests visuels, j'ai cassé le gameplay. Voilà, me demandez pas comment, je suis vraiment une merde. Du coup, là, je vais vous montrer à quoi c'était censé ressembler. Alors, pareil, c'est un prototype visuel. Et à la base, le jeu, c'était... comment dire? Les deux ambiances, c'était une ambiance science-fiction et une ambiance médiévale, fantastique, Darkest Dungeon. Mais là, j'étais en train de faire la zone du tutoriel. Et la zone du tutoriel, c'est ni l'un ni l'autre. C'était une zone un peu aztèque en termes de mood. Du coup, la map, c'est une espèce de truc aztèque. Mais à la base, l'idée, c'était de faire des dinosaures du futur, de la technologie science-fiction, qui affrontent des aliens, mais médiévales, et qui utilisent de la magie. C'était genre deux contradictions qui s'affrontaient. D'où le nom Mecha Dino Magic Alien. C'est pas juste pour le jeu de mots MDMA, même si c'est pour le jeu de mots MDMA quand même. Et du coup, tu contrôlais un perso qui est une goule, parce que voilà, moi mes persos, c'est quasiment tout le temps des morts vivants. Tout simplement, je vais bien, hein. Rassurez-vous, je vais mieux qu'à l'époque. Mais effectivement, il y avait un lien quand même avec le côté cadavre, euh, où j'avais un peu l'impression que j'étais un cadavre à une époque. Et du coup, je peux vous montrer même quelques petits concept art, si ça vous dit. Hop. Alors pareil, j'ai jamais pu aller très loin dans les concept art. Donc, genre, le seul concept art dont je suis vraiment fier, c'est genre le perso principal. Le diorama arrive, promis. Le perso devait ressembler à ça, du coup. Concrètement, une espèce de ghoul avec du coup d'un côté t'as une espèce d'épée un peu magique quoi et puis un espèce de flingue un peu plus old school science-fiction et du coup ça c'était le design du perso voilà bon ça reste un concept art que j'ai jamais vraiment terminé. Ah oui, je dessine aussi au passage. Pour les gens qui sont pas au courant, je suis dessinatrice. C'est vrai que j'oublie de le dire, mais à la base oui je dessine. J'ai fait plein de concept art, j'ai fait plein de trucs comme ça et en vrai je le trouve bien stylé mon perso hein. Pas pour dire, ok d'accord, l'épée je l'ai plagiée sur Mike Mignola, mais en vrai elle est belle, genre elle est trop belle, genre pour la laisser ignorer de côté quoi. J'avais commencé à designer 2-3 autres trucs, mais bon, c'était pas... je sais plus ce que j'avais fait honnêtement, je sais plus ce que j'avais fait. Donc le diorama, bon il est encore en train de charger. Je sais pas pourquoi, normalement il se lance beaucoup plus vite que ça. Attendez, qu'est-ce que j'avais fait? Attendez, je vais rouvrir mes trucs, je sais pas. Hein. L'épée ressemble un peu à une fleur. En vrai, c'est tiré d'une BD du coup. C'est si je mets Swords of Agartha, Mike Mignola, peut-être le trouve. Ah, Sword of Hyperborea, pardon. Mauvaise cité mythologique. Ouais, elle est là. Cette épée là. Voilà, là. C'est la même. C'est basiquement la même. Bon, la mienne est plus longue. Elle est plus adaptée à un design comme ça, tu vois, mais c'est la même épée concrètement. Quoique, je pense que j'aurais, si je devais la refaire, je plagierais encore plus fort parce que je trouve que le côté un peu biseauté qu'il y a ici manque. Je trouve qu'elle fait trop langue de serpent, moi, mon épée, dans les faits, tu vois. Genre, je pense qu'il faudrait un côté un peu plus biseauté ici pour qu'elle soit plus droite. Je préfère les épées droites de toute façon, en règle générale. Est-ce que le diorama a chargé? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Rêve Sol, je sais pas ce que j'avais fait à l'époque, hein, putain. Ça remonte à il y a un moment. Ok. Ouais, c'était juste des refs pour des modèles 3D, quoi. C'était pas grand-chose. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ouais, juste des petits trucs de référence un peu naze. Ouais. Genre là, du coup, il y a les débuts de design d'armes au corps à corps du tutoriel que j'avais commencé à préparer, ce genre de truc, quoi. Où j'étais parti du design de l'épée de base, et j'avais essayé de faire une hache qui était inspirée du même design, une lance inspirée du même design, un schlass inspiré du même design. Et ensuite, du coup, je voulais faire des armes qui s'utilisent vraiment différemment. Genre, par exemple, l'épée, c'est l'arme de base. C'est genre 2-3 à-coups pour charger l'attaque. La hache, tu peux attaquer au bout de 2-3 à-coups, mais ça fait quasiment pas de dommages. Il faut vraiment la charger fort pour qu'elle schlack comme ça. La lance, l'idée, c'est de faire une arme qui peut attaquer à distance un peu. Et le schlass, l'idée, c'était que t'avais quasi pas besoin de le charger. Ça fait genre clac, clac, clac. En gros. Donc, hop, attention les oreilles. Ah oui, non, c'est bon, j'ai coupé le son. Oui, parce qu'au début, je sais pas pourquoi, genre tous les sons de la map se lancent d'un coup. Alors c'est buggé, c'est glitché, mais concrètement, ça ressemblait un peu à ça à la base.
Genre en termes de... C'est ce que je vous ai dit, genre je fous des grosses textures en 320 pixels. Et vu que j'ai un bon shaders, et bah ça rend bien. Ça rend PlayStation 2. Et ça c'est le kiff. Du coup tout ça j'ai fait moi-même. Pour le coup. Genre tous les modèles 3D là je les ai fait moi-même. Le modèle 3D là c'est un pote qui l'a fait. Les armes c'est moi qui les ai faites. Tout... Pour le coup ça c'est vraiment du full DIY. C'est pas très compliqué après, hein. Bon sauf les plantes. Les plantes c'est des trucs que j'ai récupérés sur Unreal et que je comptais remplacer plus tard parce que là c'est ce qu'on appelle des placeholders pour le moment. Et le truc dont je suis fier, bon alors là je sais pas pourquoi ça bug, mais le truc dont je suis fier c'est mon système de jour et de nuit. Parce que concrètement l'idée du jeu c'est que c'est en référence à la mythologie aztèque. En gros le soleil n'avance que si tu lui offres des sacrifices. Or tu es la dernière personne sur Terre qui quand tu butes quelque chose c'est considéré comme étant un sacrifice. Et donc du coup quand tu butes un ennemi ça fait avancer la course du soleil. Sinon le temps est fixe. C'était ça le concept principal de design du jeu. Et donc du coup bah pour ça il a fallu que je fasse en sorte de bien soigner mon soleil, qui en fait n'est pas vraiment, dans le lore du jeu, c'est pas vraiment le soleil, hein, c'est l'œil d'une divinité concrètement, mais bref. Et genre, du coup, ce truc-là, il fallait le faire un peu bien, il fallait le soigner. Hop, attendez, on va augmenter un peu, que je puisse quand même contrôler mes petits paramètres. Et... Global Lightning... Custom Skysphere, c'est ça. Et du coup, voilà, là, du coup, je l'ai faite à la main. Pour le coup, celle-ci, c'est pas une Skysphere de Unreal, c'est un truc que j'ai refait de zéro. Et concrètement, du coup, tu peux changer la position du soleil avec ce petit paramètre-là. Et pour le coup, ça change vraiment pas mal de paramètres. Ça change vraiment pas mal de paramètres. Genre, dans comment est-ce que l'environnement est calculé, ce genre de truc. En mode, par exemple, attendez, voilà, là on va aller, voilà, on est plus vers le coucher du soleil. Ah non, là on est... Je crois que par exemple, si on est à 0,25, on est pile à midi. Et je crois que c'est bleu sa mère. Ouais, voilà, là le ciel est bleu. Tu vois, genre t'es à midi, le ciel est bleu. Si on va genre à, je sais pas moi, 0,45, ça change pas mal l'environnement. Genre, ça change aussi la fumée, ça change la couleur des nuages, ça change la vitesse des nuages, ça change pas mal de trucs. Et pareil, un truc qui était compliqué à faire, c'est qu'il fallait que, du coup, un truc important dans le design, c'était de faire en sorte que tu puisses distinguer les différentes phases de la nuit. Et ça, pour le coup, j'ai pas assez bien travaillé. Genre dans le sens où les phases de la nuit, faudrait vraiment que je leur donne des couleurs à proprement parler. Genre le début de la nuit devrait être genre bleu, le milieu devrait être vert et le matin devrait être jaune. Et là en l'occurrence c'est pas encore ça. Genre là tu vois le début de la nuit est un peu violacé. Si je vais au milieu de la nuit à proprement parler, ouais du coup il y a plus de nuages. Et si je vais vers la fin, on recommence à avoir un peu des nuages mais avec une lune un peu badante et ce genre de trucs. Et en gros faudrait vraiment que je retravaille pour que ça fasse des couleurs un peu correctes, quoi. Et du coup, à la fin, je l'avais fait en blueprint. Je l'avais fait avec le système dont je vous ai parlé de trucs visuels, parce qu'en vrai, c'est un tout petit truc, genre avec quelques paramètres les uns derrière les autres. Mais du coup, il y a ça qui fonctionne, et en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle du coup un material, ce qui est un peu compliqué, qui sert à gérer tous les paramètres dont je vous ai parlé juste avant, quoi. Mais ça donne pas envie de regarder ce que ça donne avec des lumens. Bah oui, bien sûr, mais flemme d'aller sur Unreal 5, flemme de changer de moteur déjà de base. Puis j'ai pas besoin de lumens encore une fois. Genre moi je veux faire un jeu qui pourrait tourner sur PlayStation 2. Hein. Genre à la base les designs c'est des trucs comme ça, tu vois. Genre ça tourne dans un navigateur pas du tout. Mais là ça tourne sur rien du tout. Hein. Là c'est vraiment un prototype. Hein. C'est vraiment un turbo prototype. Mais voilà, du coup c'était mon dernier projet en date. Enfin avant dernier projet en date, j'ai un autre projet que j'ai jamais terminé. PS2 dose un peu. Ah non mais jamais ça tournera sur PlayStation 2, mais je veux que quand les gens ils regardent le jeu ils se disent tiens ça ressemble à un truc qui pourrait tourner sur PS2. Mais oui ça tournera jamais sur PS2, un truc qui sort de Unreal 4 hein, bien sûr. Et voilà, du coup c'était un peu... C'était le projet avant Troublante Acide. Ah un truc dont je suis vraiment fier c'est mon eau. Pareil la flotte je l'ai faite vraiment moi-même. Et elle rend trop bien genre. Elle rend vraiment bien. Et elle a un côté un peu unique, bizarre. Genre je sais pas comment dire, elle a un mood. Genre tu sais l'eau elle est vraiment en mode genre mood. Genre mood. Je sais pas comment dire. J'aime trop mon eau. J'ai vraiment mis genre une semaine à la faire. Parce que genre je voulais vraiment qu'elle soit bien. Et là je la trouve bien. Genre j'étais pas mal contente de mes cascades aussi. Comment ça rendait. Ça rendait pas mal. J'étais contente. Mine de rien c'est chiant à faire hein, ça. C'est vraiment chiant hein. Bref. Un jour je recommencerai ce projet. C'est promis. On avait déjà commencé à écrire le lore. On a fait beaucoup de recherches sur différentes mythologies pour faire le lore. C'était un des aspects qui me tenait le plus à cœur. Et merci Corbière pour les... Corbière, pardon, à ne pas confondre avec le député de l'après, là. Merci pour les 5 subs. Mais du coup, voilà. Genre, si jamais un jour je me fais bannir définitivement de Twitch, vous savez ce que je ferai sur mon temps libre.
Probablement ça. Ou des vidéos YouTube, je sais pas encore. L'autre, c'est pour provoquer des arrêts cardiaques à tous les devs. Ah non, mais oui, l'eau, c'est... Je me suis fait traiter de corbière. Non, je suis désolé, vraiment, c'était pas fait exprès. Mais du coup, voilà, il y a toujours des gros problèmes d'interconnexion entre les zones, il y a toujours quelques soucis de logique et de machine à état. Et en vrai de vrai, si je devais le refaire, le projet, je le referais quasiment from scrap, je pense, très honnêtement. Je pense que je me réinspirais de ce que j'ai fait, mais je le referais quasiment de zéro. Parce qu'en vrai, c'était surtout du kiff à l'époque. Et le fichier, il fait du bien. Ah non, mais par contre, ouais, mon shader, c'est cool. Hein. Vous voulez voir à quoi ça ressemble sans shader? Pour voir un peu le travail qu'il y a derrière? Attendez. Ça fait un petit autosave. Hop. Ah, c'est moins bien. Hein. Ah, on prend moins de plaisir, hein. Hein, tout le monde. Ah ouais, bah là on est passé de PlayStation 2 à Garry's Mod, concrètement. Ce qui est vachement moins bien. Hop là, on est mieux là. Ah ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'aime trop l'effet des flammes, comment ça rend, genre. Parce que voilà, genre, t'enlèves ça, les flammes elles sont nulles à chier, hein. Tout est nul à chier, hein. Genre, objectivement, les textures sont trop moches, rien ne marche, alors que là... Ah ouais, là je kiffe. Ça fait du bien d'entendre parler de jeux vidéo en technique par une gauchiste, ça nous change les droitards et de leurs angles entrepreneurs. Bah complètement, hein. Mais en plus, je suis passé par beaucoup de phases de ma vie à l'époque quand j'étais dev sur certains trucs. Genre moi, il y a une époque, je me projetais un peu en patron, puis après j'ai compris que c'était un angle mort. Puis enfin, il y a eu plein de phases comme ça, genre dans ma vie de dev, qui m'ont un peu mené en vrai à arrêter le dev, mais c'est pas juste parce que je suis une gauchiste en vrai, c'est surtout parce que genre j'ai fait une grosse dépression et que ça a failli me tuer. Mais à part ça, trop stylé, trop bien le dev. Et vous savez que ça m'arrive, premier degré, de rêver, de faire des rêves où je recommence à dev ce truc-là. Hein. Ouais, j'aimerais bien m'y remettre un jour. Mais bon, chaque chose en son temps. Ce sera pour quand j'aurai plus de 30 ans, je pense. En attendant, je suis commentatrice d'extrême gauche. Et ça me va très bien. Mais ouais, oh là là, ça donne envie. Hein. Et je voyais quelqu'un qui disait genre, et si tu embauches? Bah en fait, justement, ça c'est aussi un autre truc, tu vois, genre, dans ma vie de dev que j'ai compris un peu tard, c'est qu'en fait, il valait vraiment mieux faire d'abord Trouble Antacide avant de refaire du dev. Parce que, bah en fait, faire du dev, il faut avoir les moyens. Et il faut être capable d'embaucher. Tu peux pas faire du dev toute seule, genre. Et si en plus de ça, t'es déjà connu avant de commencer à faire du dev, tu sais qu'il y a déjà des gens qui vont acheter ton jeu. Donc pour convaincre un éditeur de te financer, eh bah c'est vraiment priceless. Donc je pense que si un jour je refais du dev de jeux vidéo, mais que je le fais après avoir été Trouble Antacide, et même si je suis une grosse gauchiste, on s'en fout, tu vois, bah en fait ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Et ça va ça va m'aider beaucoup en termes de communication, et ça va m'aider à en vivre concrètement. Et c'est un peu le projet quand t'es dev, hein, c'est de pouvoir en vivre. Mais ouais, genre, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. J'adore mon taf, je gagne bien ma vie, collègue sympa, je fais des trucs de zinzin, hyper intéressant. Mais tu la sens l'exploitation quand même. Ah ouais, vraiment. Tous les jours, quoi, même dans les bonnes ambiances, boîte moyenne, patron, tu les vois jamais, sauf pour les discours de la... Puis même le patron le plus gentil du monde et le plus humain. Moi, je connais des patrons qui étaient des turbo-gauchistes. À la minute où ils sont fliqués par un éditeur, c'est plus les mêmes personnes. La vérité, c'est plus les mêmes personnes. Genre... Et du coup, je préfère en fait avoir déjà un power level avant de me remettre au dev, en tant que personnalité publique aussi, en tant que meuf qui parle d'art aussi en règle générale, et tous ces trucs-là, tu vois, avant de refaire du dev. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça a plus de sens dans ce sens-là. Mais embaucher, devenir patron, faut faire attention en vrai. Bah ouais, complètement. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans le monde de l'indépendance. Et moi, je me souviens aussi de la gueule des éditeurs quand on commençait à leur parler de systèmes alternatifs pour développer des jeux vidéo sans passer par des systèmes patronaux trop vénères. En fait, t'as pas de financement. Genre, si ta boîte, elle est pas organisée comme un petit cabinet libéral insupportable, t'as pas les financements. Et aujourd'hui, tu peux pas développer un genre indépendant. Genre, t'as besoin d'un éditeur, quasiment. Enfin, en fait, genre, le marché est trop saturé. Genre, il y a trop de jeux qui sortent tous les jours. T'as besoin d'un éditeur, pas que pour l'oseille, t'en as besoin pour le marketing maintenant. Sinon, ton jeu va pas se vendre. Et enfin, faudrait que j'en parle plus en profondeur de tous ces sujets-là, de comment ça fonctionne et de
de comment est-ce que l'indépendance ne peut pas exister aujourd'hui dans la méta actuelle et comment est-ce qu'on a tué l'indépendance et pourquoi est-ce qu'on a tué l'indépendance. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que bah moi à la base j'y croyais à fond. Hein. Moi à la base j'ai commencé hyper cliché. Hein. Vous savez c'est quoi qui m'a donné envie de dev des jeux vidéo? Comme tout le monde, c'est les jeux de la vague indépendante. Genre de la première vague indépendante. C'est Hotline Miami, c'est Minecraft, c'est tous les jeux du début de l'indépendance, à l'époque où il y avait des auteurs de jeux vidéo qui étaient en train d'émerger, et où on a eu genre Indie Games The Movie. Et moi j'y croyais dur comme fer. Mais tout ça c'est du mensonge. Et ça n'existe... Ou si jamais ça a pu exister à une époque, ça n'existe plus. Et ça ne pourra plus exister. Pas... sauf si vraiment le marché du jeu vidéo s'effondre. Ce qui est pas si loin d'arriver que ça en vrai. Mais après voilà, il y a toujours des exceptions. Il y a encore des jeux vraiment indépendants qui sortent aujourd'hui, ça arrive encore, mais c'est très rare. Voilà, genre désolé, mais Silksong c'est pas un jeu indépendant. Hollow Knight c'était pas un jeu indépendant. Comment ça s'appelle? Hades c'est pas un jeu indépendant. Enfin, je peux vous en citer encore beaucoup des jeux comme ça où vous croyez c'est indépendant, c'est pas indépendant. Ce que montrait Indie Games The Movie c'était les exceptions. Ouais, ou du moins c'était les premiers acteurs avant que ça soit verrouillé, tu vois. Ce qui est plus la réalité de ce qu'est le marché du jeu vidéo, le monde du travail du jeu vidéo aujourd'hui, quoi. Signalis, je crois que Signalis, c'est pas indépendant, hein. Désolé, mais genre, Dave the Diver, c'est encore pire. Dave the Diver, c'est carrément genre un jeu qui est développé par un studio genre historique de... genre, c'est vraiment pas indépendant, Dave the Diver, je crois. De mémoire, hein. Là, finalement, c'est un peu la grosse scène indé. Oui, la vraie scène indépendante, aujourd'hui, elle est sur Itch.io, en vrai. Et c'est encore un autre modèle. C'est plus tout à fait le modèle indépendant de l'époque. Ça dépend ce qu'on met derrière indé. Bah ouais. Mais ça, faudrait que j'en parle en profondeur un jour. Faudrait que je fasse une capsule vraiment entièrement dédiée entièrement à l'indépendance. Et pourquoi est-ce que ça n'existe plus. Mais voilà, ce sera pour un autre jour. Donc si vous êtes encore là de YouTube, parce que j'ai oublié de couper la capsule, je suis désolé YouTube, vous êtes resté beaucoup trop longtemps, la vidéo fait 1h44. Personne va regarder ça, c'est pas grave. Merci d'être là pour ceux qui sont encore là. Gros bisous à vous. N'hésitez pas à envoyer un boost, un like, tous les trucs de base. Dites-moi si... mon projet de l'époque vous parle et si ça vous dirait genre qu'un jour je m'y remette, peut-être ça me donnera de la déterre, je sais pas, on verra. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler, toujours un plaisir. Hein. Parler de dev de jeux vidéo, moi c'est une passion, hein. Vraiment genre c'est un intérêt spé, c'est tout ce que vous voulez, j'adore ça, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, j'essaierai de refaire ça de plus en plus souvent en vrai. Hein. Faut que j'en parle plus de tous ces sujets-là. Hein. Mais bref, gros bisous YouTube. Voilà, on voit de la force. N'hésite pas à aller regarder la chaîne de Post-Process, tous les trucs dont j'ai parlé. Allez, kiss. Watching clouds, I'll be pulling in the solo.